Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Secret, le podcast qui donne la parole à la grande muette de la restauration, c'est-à-dire la salle. Je suis accompagné de mon fidèle Aurélien. Comment ça va, Aurélien ? Très bien. Très matinal. Très belle tête ce matin. Hein. Ah oui, merci. C'est le deuxième épisode, je dis tout aux auditeurs, hein. C'est le deuxième épisode d'affilée qu'Aurélien me met un rendez-vous un samedi matin à 9h. Ouais. Et il m'a envoyé un message à 1h30 du matin, rendez-vous à 9h. Je me suis dit, oula mon Aurélien, potentiellement il n'est pas là. J'ai mis des patchs ce matin pour que je sois en forme et tout, que je ressemble à quelque chose, parce qu'on est quand même dans un bel établissement. On va se débrouiller, il y a des maquilleurs, il y a toute une équipe derrière qui va s'occuper de ça. Il y a un beau boulot. Je crois que c'est commencé par moi. Hein. Je lui ai envoyé un message à minuit, je lui ai dit demain matin à 9h. Oui, voilà. c'est ça. Et donc nous sommes avec Francesco qui a déjà pris la parole. Bonjour Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour. Et on est surtout dans un très bel endroit. Alors c'est pas une forêt de conifères, hein, n'en déplaise au paysage. On est au Georges V, un très bel établissement à Paris. Oui. Voilà. Comment on dit le Four Seasons, Seasons le Georges V Four Seasons. Donc comment on dit? Hotel Four Seasons Georges V. Voilà. Avec une voix charmante. Oui, on Voilà. dirait un Du parfum, matin. j'ai envie de me parfumer là. D'accord, super. Mais merci beaucoup de nous accueillir ici. Là, on est très privilégiés. Merci à vous d'être là. Et on est alors dans un restaurant Tout à fait. qui est le Georges. Absolument. Là, vous êtes dans ma maison, Oui. les Georges, qui est une étoile Michelin au sein de l'hôtel. Comme vous savez, potentiellement, il y a plusieurs restaurants au sein de l'hôtel. Il y a les 5, il y a l'Orangerie, la Galerie et les Georges. Les Georges étant un tout petit peu les poumons de la restauration, puisque c'est tout le temps ouvert. C'est Là, génial. on termine l'interview et la bataille commence tout de Et c'est suite. parti. 365. Ouvrez les portes et... C'est la Let's beauté go. de ces restaurants. C'est un restaurant qui vit tout le temps. Il Mhm. dort jamais. Il y a toujours quelqu'un. Je pense qu'il doit y avoir 20 minutes dans la journée où personne ne se balade dans les restaurants, ce qui crée une âme. Et du coup, on est encore plus privilégié parce que là, pour le coup, il n'y a personne. Oui. Donc, Presque merci personne. beaucoup. On a déjà Ouais, 3. On l'a privatisé. Oui, c'est vrai. On va faire comme d'habitude. Ouais. On va présenter notre invité. Francesco, j'ai l'impression que ça va devenir peut-être un petit rituel, Aurélien. Dis-moi. Parce qu'on avait eu un sosie sur notre précédent invité Oui. au Fogo. Oui. Hein, on avait dit que c'était Koé, Oui. Johan. Oui. Là, j'ai l'impression qu'on a Hugh Grant aujourd'hui. Ah, oui, Ah, c'est vrai. magnifique. Ouais, J'accepte. Bah oui. J'accepte. C'est bien. Ah, Hugh Grant, moi aussi j'aime bien. C'est Bah, incroyable. c'est mieux que Sébastien Koé. on embrasse Johan Grégory, bien sûr, qui était plus Sébastien Koé que... On pourrait faire un Mais il dîner à avait dit 4. il avait dit avec plus de cheveux. Là, Oui, il avait dit... Ah, mais là, un vrai Hugh Ah, Grant. Moi, c'est vrai. j'ai gagné un cheveu aussi par rapport à Hugh Grant. Et par rapport à Hugh Grant, t'as gagné un accent italien aussi. Ouais. Ah bah oui, ça fait du pourboire. Ah oui, Non pas que Hugh Grant en ait besoin. Hein, mais... Non, exactement. non, c'est vrai. Et donc, alors, italien, du coup, hein, comme je l'ai dit et comme on l'entend un petit peu. Absolument. Italien des Toscanes. Néanmoins, ça va bientôt faire 50% de ma vie à l'étranger. Mhm. Donc, je ne suis pas déraciné, mais c'est vrai que j'ai fait mes premiers 18 ans chez moi, Ouais. à Cortone, en Italie. Et puis, une autre quinzaine d'années à droite à gauche. D'accord. Et donc, oui, t'es Toscane comme notre ami Gabriele, non ? Ah, elle m'a copié surtout. Oui, c'est ça, un oui. scandale. Ouais. C'est un scandale. Alors, je le dis pour les gens qui nous suivent, hein, le thème, c'est pas des beaux gosses sommeliers italiens. Hein. C'est pas ça le thème du podcast. C'est un hasard. qui c'est fait quand que- même pas ce qu'on m'a dit hier, mais bon. Et donc, oui, alors tu étais donc 18 ans en Italie, et après tu es parti. Absolument. À 18 ans, surtout à 14 ans, je commence l'école hôtelière, Oui. en n'ayant aucune envie de travailler dans l'hôtellerie. C'est bien pour ça que j'ai choisi l'école hôtelière, parce que je n'avais pas grand envie de faire tout court. Ouais. Et puis, j'ai fait mon premier stage à 16 ans dans un restaurant qui est juste merveilleux. Actuellement, je pense les meilleurs restaurants où je travaillais, l'Osteria del Teatro. Ok. Comme le nom le dit, c'est une osteria. C'est-à-dire qu'il y a un hôte qui accueille les gens, qui est chaleureux, qui crée une ambiance. Et là, c'est un restaurant de famille qui m'a tout appris. M'a appris 90% de ce que je connais aujourd'hui, ce que j'ai retenu aujourd'hui en fin de compte. Donc la chaleur, l'accueil. Mhm. Donc là, dans ma tête, ça a rapidement switché on va dire, du service, de ce côté un peu esclave quelque part qu'il peut y avoir. On est au service, en plus à la campagne, on est au service des parents, de nos amis. Ah, ouais. Il y a un côté un peu dark dans tout ça qui l'on n'aime pas trop quand on a 14-15 ans. Et puis là, je découvre en fait la chaleur, l'accueil, les spectacles des salles. Ça switchait très rapidement dans ma tête. Et j'ai fait un stage, je suis allé travailler l'année d'après, il y a 18 ans, je me suis envolé en Angleterre.
en Angleterre, où j'ai travaillé pendant... Pourquoi le choix de l'Angleterre Bah oui. d'ailleurs L'Angleterre, parce qu'à l'époque, avant Brexit, on dirait... Ouais, Moyen il y Âge, a hein. longtemps. Voilà. Bah, c'était il y a 10 ans Ça- presque, ça- le ça- Brexit. ah, hein. plus, Ah non, hein, ouais, ouais, plus. ouais, le Brexit, c'est 10 ans, je me souviens parfaitement la soirée du Brexit d'ailleurs. Mhm. Donc à l'époque, on voulait parler anglais, c'était très simple. Hein. Ah oui. Ryanair, 15 €, on était en Angleterre, Mhm. on pouvait trouver un appartement en 20 minutes, c'était d'une facilité. Ah oui. Quand je vois aujourd'hui la difficulté de trouver un appartement à Paris, alors qu'en Angleterre, Ouais. 30 secondes, on avait un appartement, alors qu'on était en Italie. Ouais. Donc je pars avec un copain. Et rapidement, au bout d'un mois, je travaillais. C'était d'une vitesse spectaculaire. Alors aujourd'hui, quand je parle aux jeunes et je leur explique comment faire, parce qu'il faut quand même voir les mondes, Mhm. c'est pas si simple. C'est pas si simple. À l'époque, on arrivait en Angleterre. Moi, je connaissais même pas la guide Michelin quand je suis arrivé. Ah oui. Non. Alors, c'est marrant. Hein. En France, il y a une vision de la Michelin, on l'idolâtre. Ouais. Alors que moi, aujourd'hui encore, pour moi, il y a des bons restaurants et des mauvais restaurants. Ouais. Oui. C'est pas plus compliqué. Pas besoin d'un guide, oui. Ah, C'est ça, oui. Aujourd'hui, il y a cette Ouais. tendance à se juger nous-mêmes dans les milieux. Alors, il faut des guides, c'est très important. Mm. On va peut-être y venir plus tard. C'est même essentiel. Mais voilà, c'est pas la Bible non plus. Ouais. Les guides en général ne sont pas des Bibles sans en indiquer une. Et quand j'arrive en Angleterre, je connais la Michelin, je connais les grands restaurants, des restaurants métropolitains que l'on n'a pas en France actuellement. Peut-être les Georges, c'est ce qui se rapproche le plus. C'était exceptionnel. En plus, moi, je venais dans mon village, je pense qu'on est 200 à tout casser. On débarque à Londres. Ouais. On dirait d'avoir gagné 15 ans d'expérience en 20 minutes. Ouais. C'était extraordinaire. Donc la restauration m'ouvre ses portes. Et voilà pourquoi j'ai choisi l'Angleterre, pour faire les sauts les plus simples, mais les plus longs possibles. Et c'était absolument le cas. Au bout d'un mois, j'avais l'impression d'être une autre personne. Ah oui. Et puis oui, on est catapulté à l'étranger, Mhm. tout simplement. Et tu étais déjà dans la sommellerie quand tu pars ou... Alors non, alors la sommellerie, pour ce qui me concerne, à quelques exceptions près, c'est-à-dire l'Enoteca Pincher en Italie, quelques magnifiques étoilés, Oui. des étoiles à droite, à gauche. À part ça, les sommeliers n'est pas un métier en Italie. C'est pas reconnu. Oui. C'est Donc, pas Oui, oui. sur ma fiche d'identité, je peux pas écrire métier sommelier, ça n'existe pas. Ouais. Ouais, il y a marqué chef de rang sommelier. Ah bah non, mais tu vois, à l'époque c'était Oui. chef de rang. C'est ce que nous avait dit Gabrielé d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que c'était Ah, pas reconnu. C'est en pas Italie. reconnu. Ouais, C'est ouais. un truc, il y a le président de l'association des sommeliers qui se bat depuis toujours. C'est fou. C'est dantesque, Et c'est ouais. grotesque. Sans- Oui. Ouais, en Italie, je vais dire, on est dans l'un des pays du vent. Oui. Mais on est dans l'un des pays où la législation a toujours été la plus compliquée depuis son existence, je pense. Mhm. Donc ça m'étonne à moitié. Et- C'est rigolo, quand on est entre Français, on dit que c'est en France que c'est le plus compliqué. Et donc quand il y a d'autres personnes, à chaque fois on se rend compte que Alors, finalement... j'avoue que la France est en train de... Allez, on est pas mal. On est pas mal. En France, tout est compliqué. ouais, ils ont Non, copié non, les mais- meilleurs. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est dingue cette histoire de. Parce que j'y repense maintenant, cette histoire quand même qu'il n'y ait pas de sommelier en Italie. C'est quand même, je dois le dire, dans la guerre France-Italie, c'est quand même grâce à l'Italie et surtout aux Romains qu'en France il y a du vin. Et ben, C'est surtout ça ouais, au mais départ. voilà. Après, ce qui est très important, c'est qui crée les choses, mais aussi qui les met en valeur. Ah oui. Et la France, la sommellerie, là on est au Georges V, je lance une fleur à l'hôtel. Ici, quand même, la sommellerie a toujours été quelque chose depuis son existence. Donc la France a vraiment mis en valeur ce Oui. métier. On a capitalisé là-dessus. Ouais. En Italie, on a capitalisé sur les sommeliers qui sont partis à l'étranger, non pas parce que Ah. c'est là mon cas, mais si je prends 90% des exemples qui traversent mes pensées, c'est à peu près le cas. Donc à 18 ans, je me dis j'étais convaincu de tout savoir à 18 ans, à 17 ans. Ouais. Je me dis, attends, je vais à Londres, je vais leur expliquer la vie. Je suis italien, je vais leur expliquer. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Oui. Je suis né Ouais. dans la terre du vent. Mm. Et en fait, j'arrive à Londres. J'ai fait une première expérience en tant que chef de langue, histoire d'apprendre la langue. Mm. Et puis, tous mes travaux, je les ai trouvés par pur hasard. Ça a toujours été, je les ai trouvés d'une façon assez marrante. Et non, vu que je commence vraiment à travailler en tant que sommelier, c'est ce restaurant fantastique. J'ai du mal à expliquer parce que tant qu'on n'y travaille pas, on n'y croit pas. C'était Studio 54. Il y avait déjà un restaurant italien, un restaurant asiatique. Les premiers jours de travail, je me souviens, on me dit, bon, rase-toi et viens au travail. Au bout d'une heure et demie, j'étais en service. On vendait des Mac des Petrus, des Mac des Romani Mais non. Conti. Non, mais c'était un truc. Ouais. J'ai jamais vendu autant de vins que là-bas, mais de loin.
Je pense que la première semaine de travail, j'avais déjà dégusté les plus grands vins au monde. Ah ouais. Non, mais en plus, ça tirait dans tous les sens. Ouais. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on a une carte des vins de 2000 références. Mm. Oui, il y avait un peu d'Italie, il y en avait même beaucoup. Mais on commençait à parler des Château Margaux, 2010 et 86 en même temps. Et puis Aubryon, et puis Lafite, et puis tout ce qui peut avoir les Rayas et machin. Donc, et puis l'Angleterre, c'est quand même international. Donc en plus de ça, il fallait ajouter une couche de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, et tous les grands vins d'Amérique. Donc là, j'étais juste overwhelmed. Dans ma tête, ça fusait à 3000 à l'heure. C'était fantastique. Parce que là, j'avais l'impression vraiment d'être un super-héros. Est-ce que tu comprenais, ou tu disais oui, tu comprends que c'est une grande bouteille, mais tu te dis, ok, j'ai la chance de la goûter, c'est génial, attends, il y a un autre truc. Mais après, tu te disais, ok, est-ce que j'apprends ce que je bois ou... Au début, non. Au début, Ouais. ça, Dis, au début, ça faisait... j'ai eu la chance d'être mis pratiquement à rang tout de suite au bout des 3 semaines parce que je savais quand même pas mal me débrouiller avec les clients et tout. Ouais. Et j'avais quand même des connaissances des bases et surtout, je voulais faire ce métier. Donc, dans ma tête, j'ai travaillé 12 heures par jour, j'ai étudié 6 heures par jour. Donc, ça allait très rapidement. Ouais, c'est ça. Mais au début, les 6 premiers mois, même la première année, non, tu prends juste des claques à droite, à gauche, tu bois, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, tu dégustes, mais la dégustation, il faut être accompagné. Ouais, c'est ça. C'est pas un art que l'on apprend tout seul à la maison en lisant des livres. Il faut que quelqu'un prenne le temps, accompagne et explique. C'est un métier que l'on fait en équipe. Et je veux dire, la première année, ça m'était hyper utile pour apprendre la théorie. C'est-à-dire que, puisque je ne comprenais pas la différence gustative entre un Pétrus et un Château Lafite, j'ai me limité à en connaître la théorie le plus parfaitement possible. Bien sûr. Donc, ça me donnait des bases, Solides. des connaissances. Après la dégustation, je pense en toute honnêteté avoir commencé à déceler la justesse de certains vins au bout de 5-6 ans de métier quand même. Il faut bien maîtriser la langue d'ailleurs, hein, ça me vient ça, parce que vous, sommelier, pour donner envie ou décrire un vin, c'est déjà une émotion que vous devez mettre des mots dessus. Ce qui est déjà très compliqué quand on maîtrise la langue. Oui. En toute honnêteté. Quand on maîtrise pas la langue, c'est pas encore plus dur d'expliquer un vin à quelqu'un C'est dur de l'expliquer aux autres et c'est dur de l'expliquer à soi-même. Eh oui. Alors, ça va paraître bizarre. Moi, je ne sais pas ni vous décrire, ni me décrire les vins en italien. Je ne sais pas le faire. Je suis vraiment pas capable. Ah oui. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait parce que j'ai appris les vins en anglais. Ouais. Moi, les vins dans ma tête, quand je déguste techniquement, je déguste en anglais. Quand je déguste professionnellement à table avec des clients, je déguste en français. Mais dans ma tête, lors des concours de sommellerie, lors des dégustations à l'aveugle, tout en anglais. Donc après, tu traduis pour que ça sorte dans la langue. Absolument, j'ai traduit, mais dans ma tête, ça fuse en anglais. Okay. En anglais, la même dégustation que je peux faire en 1 minute 30 en français, je la fais en 45 secondes en anglais. Ouais. Tout est automatique. Justement, ça prenait pendant 6 heures par jour en Angleterre, que c'est comme ça que Absolument. La dégustation... Après, on a beaucoup moins de mots. Enfin, je trouve que pour avoir vécu aussi à Londres, moi qui ai fait l'inverse, j'avais plein de mots, plein d'idées, plein de façons d'écrire les vins. Et quand tu apprends, enfin, j'avais un peu de base en anglais, et puis après, t'as pas le choix, tu y vas, hein, c'est no choice. Et quand tu vas à Londres et que tu vas décrire, j'ai trouvé qu'il y avait des fois des mots qui étaient plus courts pour exprimer beaucoup plus de mots en français. Alors, moi, je pense que dans le monde du vin, la langue principale est quand même le français. Ouais. C'est-à-dire qu'une dégustation en France, c'est les dégustations qui me mettent le plus en appétit. Quand j'entends des grands personnages du vin parler en français du vin, il y a eu notamment Olivier Poussier. Quand je l'entends parler devant, quand on comprend ce qu'il veut dire, il arrive à déceler des détails qui sont quand même très profonds, très nuancés. Ouais. En anglais, je pense que la langue anglaise, qui est une langue que j'aime beaucoup, n'a pas ces détails de diction, finalement, des vocabulaires, même d'étymologie, par rapport au vin. Donc, il faut se dire qu'en France, on déguste les vins et on produit des vins depuis beaucoup plus longtemps. Ouais, c'est ça. Donc il y a une compréhension, de par cela, une définition du détail. Ouais. Il y a des termes très spécifiques. Il y a des termes spécifiques qui indiquent avec justesse ce dont on parle. Ouais, c'est ça. Si la personne de l'autre côté de la table peut comprendre. Donc je pense qu'en français, en fin de compte, on peut être plus détaillé. Et justement, moi, je pense que les langues latines, en général, c'est les meilleures langues pour... parler de vin, définir les vins. Ouais. Après, pour ce qui concerne une dégustation technique, je trouve que les Anglais
ils ont fait beaucoup plus d'efforts. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la WSET, la Court of Master Sommelier, les Master of Wine. Dans ce qui concerne la technicité du vin, les Anglais, ils ont pris même des raccourcis de langue qui font si qu'on peut vraiment découper un vin 1000 morceaux en 30 secondes. Ouais. Donc moi, ça me plaît plutôt pas C'est mal. le côté concours et peut-être guide. Enfin, Parker, par exemple, c'était un anglo-saxon. Oui, absolument. C'est à côté aussi, quelque part par cœur, mais voilà, ils l'ont fait de façon anglophone, tout C'est simplement. ça, oui. Et moi, je pense que la vérité est entre deux. Hein. Moi, j'aime bien avoir une approche très anglais sur la dégustation technique des vins, afin d'avoir une approche très française dans l'explication du vin. Je pense qu'il faut avoir... Il y a vraiment du bon dans les deux écoles. Et faut pas. Moi, en tout cas, ma théorie, c'est d'utiliser les deux écoles. D'accord. Absolument. Toi qui es donc aujourd'hui meilleur sommelier d'Italie 2023, donc là on parle de l'anglais, on parle du français, en italien. Donc déjà quand on écoute un italien parler, c'est magnifique. Pour ceux qui, même si tu ne comprends pas, tu dis ouais, c'est magnifique. Est-ce que tu as un langage comme ça, toi qui, justement, ce concours est incroyable, et bravo à toi de l'avoir remporté. C'est un petit peu une revanche sur ta jeunesse. Tu reviens un peu dans l'Italie. Bon, là, tu vends beaucoup de vins italiens aujourd'hui. Mais deux questions. Donc, le langage est beaucoup plus diversifié. Et toi, ce rapport à l'Italie au niveau de ce concours? Alors, les langages, c'était la tâche la plus compliquée parce que, à nouveau, je suis pas... Je ne sais pas déguster un vin en italien. Ah oui. Alors, je peux en parler, évidemment. Si je dois en parler à ma mère ou à ma cousine, je peux le faire parfaitement. Mais lorsque je dois déguster 3 vins à l'aveugle en 3 minutes, et en fait, les idées s'écroisent dans ma tête. Donc, ça a été la tâche, entre guillemets, la plus compliquée. Je me suis entraîné 6 mois à déguster exclusivement en italien, chose que je n'avais jamais fait de ma vie, et je l'ai fait pendant quelques années, puisque les concours, je l'ai passé les 3 fois. Mais voilà, non, c'était pas une revanche. Les concours, je l'ai fait avec une idée bien précise, et je voulais participer au meilleur sommet du monde. Okay. Donc, je savais qu'il fallait passer par là. Par le national, d'abord. Ouais, j'aime pas particulièrement les concours. Néanmoins, j'adore les challenges. Dans ma tête, je me suis dit, tant que je fais ce métier qui est si prenant, j'essaie de le faire d'aller au mieux possible. J'essaie vraiment de tout donner. Je sais que quand j'aurai 40, 50 ans, voilà, à un moment donné, je vais fatiguer. Là encore, j'ai la niaque de faire tout ça. J'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'ai un feu qui me permet de faire tout ça. Donc c'était réfléchi. Mais je me souviens parfaitement, j'étais dans un avion j'allais au Martinique. Donc je me suis dit, OK, il faut que je fasse tout ça pour en arriver là. Ah oui. Il m'aura fallu 5 ans pour que cela se produise. Mais tu as fait un rétro-planning. Tu as dit, je veux être meilleur sommelier du monde. Donc d'abord, j'ai commencé par l'Italie. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Je me suis dit, comment je peux accéder au meilleur... Parce que finalement, je m'étais même dit, je peux aller en Nouvelle-Zélande, participer au meilleur sommet de Nouvelle-Zélande et gagner. J'avais fait plein d'idées, puis je me suis dit, non, attends, on va faire comme ça. On dirait le gars qui va absolument participer aux Jeux Olympiques et qui dit, je vais trouver une épreuve, un pays. C'était absolument ça, dans le sens que je voulais participer au meilleur sommet du monde. Et je sais pertinemment qu'il y a, aujourd'hui, la dernière fois que je fais le meilleur sommet d'Europe, il y avait 5 Italiens, je crois. Ah oui. Il y avait il y avait un autre Francesco qui représentait la Norvège, il y avait moi, il y avait le meilleur sommet de Luxembourg, je crois. Donc, ils étaient partis sur d'autres pays, eux. Ils étaient partis, ils ne l'avaient pas fait exprès, mais finalement, ils s'est trouvé dans d'autres pays. Ils travaillaient dans d'autres pays. Oui, les meilleurs sommets d'Angleterre, il n'est jamais anglais, c'est pertinemment français. Oui, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une grecque qui est meilleur sommet d'Angleterre, par exemple. On a eu pas mal de Français. D'ailleurs, on prend les grands exemples, Gérard Basset, l'icône de la sommellerie mondiale français, qui a toujours mis en haut les blasons anglais. Donc dans ma tête, c'était dans cet avion de Martinique, je me suis dit, ok, comment je peux faire? Je cherchais pas la route la plus simple, je cherchais comment je peux. Je vais le faire. Est-ce qu'en France, je peux le faire? En France, non, parce que je suis pas français, donc on me permet pas de participer au meilleur sommet de France. Bon, donc, je pense que c'est toujours comme ça, je sais pas. Mais je me suis dit, je me dois d'essayer. Et donc, c'était un embryon d'idée. C'était quoi, 2020, je pense. Et puis voilà, au bout de 5 ans, il faut, voilà. En plus, il y a des séances. Les meilleurs sommets d'Italie, c'est dans 1 an. Puis les meilleurs sommets d'Europe, dans 3 ans. Puis il faut faire des qualifications. C'est quand tu es meilleur national, après tu peux aller à Europe. En fait, il faut faire des compétitions internes. J'ai fait une compétition interne qui m'a permis, j'ai gagné, qui m'a permis d'aller au meilleur sommet d'Europe. Puis j'ai fait une compétition interne qui m'a permis
qui me permettra de partir au meilleur sommet du monde. Mais voilà, à chaque fois, c'est une chemin de tollée. croix. Hein, Ouais. Attends. Donc là, la qualification pour le meilleur sommet du monde, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça vient de se faire il y a marqué. quelques mois. Ah. Donc là, on peut y aller, là, on a un plan de préparation qui a recommencé hier. Donc, Oula. dès que je vous mets à la porte, Alors c'est réparti. Bon. comment on se prépare pour être meilleur sommelier du monde? C'est une bonne question, j'ai pas la réponse. T'as un planning? Alors c'est quoi ta préparation à toi alors? J'improvise, je suis dans l'impro quotidienne. On a un planning temporel, c'est-à-dire que je mets tous les jours, j'ai dédié au moins 3 heures. Là, c'est réparti hier, vraiment hier. J'ai pris un mois de pause puisque j'étais fatigué par tous les concours. Il faut aussi de l'équilibre, hein. Il y a la vie privée et tout. 3 heures par jour d'études. D'études purement théoriques, 3 heures par jour. Les week-ends, j'essaye de m'y tenir 6 heures par jour, les dimanches et les lundis. Mais 3 heures d'un bloc. 3 heures. Moi, j'adore travailler le matin. Donc le matin, tu te lèves, boum, t'étudies. Là, c'est là où mon cerveau s'affuse vraiment. C'est jusqu'à midi. À partir de midi, je suis en automatique et je sais que mon cerveau n'est pas si frais que le matin. Donc, j'ai des collègues qui tout à fait le contraire, qui travaillent la nuit. Je ne sais pas comment ils font après le service. Moi, c'est le matin tôt, 3 heures. Puis je viens au travail. 3 heures 3 heures. J'essaie de m'y tenir. Après, un coup, c'est 2 heures. Au fait, je calcule sur les 5 jours, il doit y avoir 15 heures de travail. Peut-être qu'un jour, j'arrive à en faire 6 d'affilée. Un jour, je ne travaille pas. Mais ça, c'est le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on étudie, pardon? C'est quoi, les terroirs, les termes Là, ça devient compliqué parce que ça tire vraiment dans tous les sens. Donc, j'ai un planning auquel j'essaie de m'y tenir toutes les semaines. Ça étudie toutes les régions du monde. Il y a la spécificité. Et aujourd'hui, c'est pas si simple qu'il y a 20 ans. Non pas que c'était simple il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les meilleurs sommets du monde, ça inclut connaître les plats principaux de la cuisine sud-africaine. Au savoir situer les régions principales d'Inde, les sous-régions de Géorgie, de Russie. Voilà. Et je veux dire, on ne travaille pas quotidiennement avec les vins d'Inde. Et les vins d'Inde, il faut savoir l'associer à la cuisine indienne, aux grands chefs indiens. Donc, gastronomiquement, il y a un vrai intérêt international. Les derniers, les meilleurs sommets d'Europe, a eu lieu en Serbie. Ah ouais. Donc, il fallait quand même. Les vins serbes. J'étais parti à plusieurs reprises en Serbie. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'on découvre un monde. La Serbie, je sais pas, c'est comme si on partait sur les Etna il y a 30 ans. On va se dire, pourquoi on va sur les Etna, dans la Côte d'Auvergne? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la Côte d'Auvergne? Et alors qu'aujourd'hui, la Côte d'Auvergne, c'est une région comme une autre. Il y a des vins fantastiques, on est tous au courant. La Serbie, j'y vais. Un pays quand même d'après-guerre, on ne va pas se cacher. En fait, il y a une culture, il y a beaucoup de raisons politiques qui font aussi que les vins n'ont pas été une évidence. Alors qu'il y a quand même des sacrés terroirs. J'ai goûté des vins fantastiques au nord de la Serbie, à la frontière hongroise, en plein milieu. Donc, on se baladait en voiture avec un copain à moi en train de goûter ces vins mythiques. On aurait dit d'être, je me suis senti dans les années 60. Génial. Aventurier, quoi. Les Américains qui découvraient Domaine Templier, quoi. J'étais là en Serbie, quand on est tombé sur 2-3 vins fantastiques, on s'est dit, mais attends, ça c'est le futur, je ne sais pas, mais il y a quand même des terroirs. On va faire un business, on va les importer. De la marge. Carrément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir tout découvert. On connaît, avec la technologie, on connaît la planète entière. Peut-être pas. Peut-être il y a toujours à découvrir. Donc, l'intérêt du meilleur sommet du monde, c'est aussi l'intérêt, la partie finalement intéressante, c'est qu'on se pousse à découvrir des terres inconnues. Donc, on étudie toutes ces régions plus particulières, on va dire, moins connues, puis on va vraiment en profondeur sur tout ce qui est classique. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il ne faut pas se limiter à connaître les châteaux classés, il faut vraiment savoir de quoi on parle. C'est bien de le dire. Absolument. Et puis, il faut mettre les goûts personnels à côté, parce qu'on ne va pas goûter que les vins du Piémont et la Bourgogne. Puis, à côté de ça, il y a une partie dégustation. Donc ici, par exemple, c'est fantastique, j'ai lancé une fleur à mes collègues, il y a tout le monde qui m'aide à l'hôtel. C'est génial parce qu'il y a les gars des banquets qui me gardent toujours en salon. Ils savent que tous les jours, je me mets avec mes flèche-cartes, avec mes dégustations, ils ont toujours en salon une pièce, un garde-robe pour moi, quelque part, une cachette, on va dire. Les bars,
À l'époque, tous les jours, on me préparait des flights, des 12 spies à l'aveugle, tous les jours. Ils ont autre chose à faire. Hein. Alors qu'ils étaient là, ils savaient que je m'entraînais, donc tous les jours, speed, tac, tac, tac. Donc là, c'est les supporters. Là. Là, c'est phénoménal parce que j'ai tout l'hôtel, tout l'FMB qui m'aide. Ouais. Et j'ai jamais rien demandé spécifiquement. Il n'y a pas eu directeur d'hôtel qui a dit il faut aider Franche. Non, il y a moi qui aide, qui demande un coup de main à droite, à gauche. Il y a tous mes sommeliers qui tous les jours me préparent des dégustations à l'aveugle et ça prend du temps. Ouais. C'est time consuming. C'est parfois les vents sont au moins 3, il faut les apporter au deuxième étage. Parfois les salons, il y a une réunion, il faut aller dans l'autre salon. C'est jamais évident. Donc il y a c'est un travail d'équipe. Hein. Oui, mais ça motive les autres aussi. Quand tu vois, tu es un moteur pour beaucoup d'autres personnes. Et puis surtout, tu as créé quand même l'Académie FNB. L'Académie FNB, absolument. Pour les former. Donc peut-être qu'ils aussi, ils sont auteurs de l'appareil. Absolument. Et puis, pour moi, c'est une. Je sais pas où j'ai entendu ça, mais c'est vrai. Il y a pas dans mon métier, dans ces métiers-là, il n'y a pas meilleure façon d'être formé que former quelqu'un. C'est-à-dire que quand on m'a imposé de former mon chef sommelier à l'époque, et c'est là où je me disais, OK, quel genre de dégustation puis-je lui faire? Donc, on va falloir dire les différences entre un Chablis, un Bourgogne et un Chardonnay Nouveau Monde. Donc, j'ai poussé mon cerveau, ma pensée pour aller plus loin. Toi aussi à réfléchir et à mettre des mots et à transmettre. On ne peut pas entraîner quelqu'un sans être entraîné. On ne peut pas donner une leçon sans être au taquet sur les sujets. Donc, ça crée en effet un moto. Ça crée un mouvement où tout le monde va dans une même direction et surtout ça met tout de suite les cartes sur table. On sait que dès le moment qu'on travaille avec moi, voilà, ça c'est l'objectif. Donc soit on est prêt, soit moi c'est pas une prison ici, hein. Les gens sont libres de partir. Par contre, dès le moment qu'on travaille avec moi, ça c'est la direction, ça c'est l'investissement que l'on demande afin d'être, on va dire, à l'aise quand on sera plus vieux. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on se réveille le matin, c'est rock'n'roll. Et donc, en effet, ça crée un mouvement. Oui, une émulation, ouais. D'accord. Aussi, j'espère. Ouais. Ça, c'est, à nouveau, j'oblige personne, mais j'espère, oui, parce que je pense que dans ce métier, quand même, c'est pas un métier évident, on est quand même une niche. Hein. Si on se met pas en lumière nous-mêmes, personne ne va le faire pour nous. Donc, il faut absolument créer toutes ces associations, tous ces concours, les magazines dont on parlait avant. C'est hyper important parce que ça met en avant un métier. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance à cracher sur Wine Spectator et tout, Parker, etc. Oui, très bien, ils ont mal fait certaines choses. Mais c'est des repères. Et puis attention, jusqu'aux années 80, jusqu'à Parker, la bière était l'alcool number one en Amérique. Et grâce à Parker, les vins, grâce à Parker et Raymond David dans les années 80, ça a pris le dessus. Aujourd'hui, les vins, c'est la boisson principale des États-Unis. Alors, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu Parker, potentiellement, moi, je n'aurais pas mon salaire aujourd'hui. Je n'aurais pas mes clients, mais une grosse partie de ma chiffre d'affaires, c'est la clientèle étrangère. Et la clientèle étrangère n'est pas née avec les vins sous le pif. Hein. C'est grâce à ces gens-là qu'ils l'ont mise en avant. Donc, l'erreur, c'était de les prendre pour la Bible, pour les prendre pour Jésus-Christ descendu en terre. Non, ça, c'est une erreur. Mais faut donner à César ce qu'il y a à César. Ils ont mis en avant les vins. Les associations, l'association de l'Union de la sommellerie française en France, c'est une association, il faut un travail phénoménal. On peut les aimer, pas les aimer, personnellement, ce qu'on veut, mais le travail est dingue. Oui. Et ça, il faut le faire à niveau national, mais il faut le faire au restaurant. Ça commence ici. Si on ne le fait pas au restaurant, tu le feras pas après. Si on ne forme pas les nouvelles générations, moi je suis la nouvelle génération d'il y a 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, si je vais survivre et si je vais être dans un milieu reconnu, je me dois absolument de former les générations d'aujourd'hui. C'est obligatoire. C'est les BA pour survivre. Tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas former quelqu'un, on ne peut pas se former à la dégustation tout seul. Absolument. Donc voilà, là, il n'y a pas que du YouTube, il n'y a pas que les bouquins. Il faut forcément aussi y aller. C'est du goût, c'est de l'expérience, c'est les visuels. C'est l'équipe. C'est une équipe, là, clairement. Il faut savoir demander à l'aide. Ce qui m'a aussi fait faire peut-être les sauts à un moment donné, c'est de mettre mon ego à côté et de réussir à demander à l'aide. Quelquefois, je ne veux pas dire supplier, mais demander à plusieurs reprises, parce que quand même on est tous occupés dans nos journées dans les restaurants, de demander à plusieurs reprises, écoute, est-ce que tu peux s'il te plaît me faire une dégustation, est-ce que tu de demander. Et ça c'est un effort.
et les gens souvent disent non, mais non pas parce qu'ils sont méchants, juste parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils ont un métier, ils ont une famille. Et par contre, il faut se faire violence et demander à l'aide. C'est un travail d'équipe. Ça ne peut pas marcher autrement. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a eu succès dans ses métiers, qui a succédé dans les concours tout seul. Ça n'existe pas. Alors justement, c'était ma question, parce que question pour tous les deux d'ailleurs. Parce que Aurélien, sommelier, je rappelle, Nosso, Tempero, Paris 13, allez-y. Merci de faire la pub. Est-ce que pour être sommelier, il faut avoir un ego un peu supérieur aux autres? Parce que vous êtes en fait, vous êtes dans la salle, vous. Parce qu'on parle souvent des chefs, mais eux ils sont dans la cuisine à la limite. Ils sont pas face au public. Ils sont face à leur brigade, mais leur brigade, de toute façon, de fait, ils doivent écouter ce qu'ils disent en disant oui chef. Alors que vous avez un costume différent des autres. Parfois un petit pit doré aussi, et vous rentrez en scène. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez détecté, alors chez vous ou chez vos confrères, qui est justement très différent? Est-ce qu'il y a une race de sommelier, on va dire? Moi, je déconseille ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus pénible qu'avoir un ego dans ces métiers, hein. Que ce soit en salle ou en cuisine. Moi, en cuisine, aujourd'hui, c'est parti pour, avec la médiatisation de notre métier. Les sommeliers qui ont un ego, malheureusement, c'est une maladie très commune, puisque dès qu'on a un tout petit peu de connaissances, en plus d'un notre être humain, on se considère supérieur, ça c'est évident. Mais je déconseille, j'espère de ne pas en avoir, je déconseille absolument à tout collègue d'avoir un ego, c'est pénible. En fait, les clients les voient. Bon, il y en a quelqu'un qui est peut-être impressionné, mais il y a une grosse partie de la clientèle qui m'intéresse, entre guillemets, qui n'est pas impressionnée par ça. Et moi, dès que je vois un sommelier qui a un ego, pour moi, ça fait pas partie de l'étymologie sommelier. Les meilleurs sommeliers, sans exception, les meilleurs sommeliers que je connais n'ont pas un ego, ou en tout cas ont une humilité hors norme. Et ça, c'est sans exception. Ouais. Ça, c'est les meilleurs. Alors moi, je dirais que si, pour être sommelier, parce que, comme je dis souvent, c'est pas parce que tu fais autre chose que tu es plus sommelier. Je pense que tu deviens sommelier, tu le restes toute ta vie, en tout cas antérieurement. Et moi, je pense qu'un bon sommelier, ce que je dis souvent aux jeunes, justement, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au sein du restaurant, donc qui comprend la cuisine d'un chef, et qui, justement, transforme l'essai à travers des accords mise et vins, des verres adéquats, tout en écoutant ses clients. Donc, avant tout, un bon sommelier, c'est déjà un bon chef de rang. Donc, qui sait gérer une salle de restaurant, qui ne s'impose pas à table alors qu'on est en train de poser des assiettes, qui est dans le sens du service et qui est le plus. Un peu comme un pâtissier qui va finir un repas gastronomique ou autre. Donc, un sommelier, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi. Alors, on le prend des fois à tort ou à travers. Oui, vous, les sommeliers, faites que déguster, machin truc. Donc, c'est vrai que l'ego, parfois, prend le dessus pour certains. Et là où je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas de star, en fait. C'est une équipe. Et le sommelier, il est là pour la mise en avant, déjà des vignerons. Donc, c'est un ambassadeur, c'est pas lui qui fait le vin. Donc, c'est que de la mise en avant et c'est du travail de fond, de connaissance, bien sûr, mais du travail de fond au sein d'une salle de restaurant. Voilà. Ok, très bien. Parce que, alors oui, je t'explique, Francesco, moi, je ne suis pas du tout du métier. Hein. Moi, je représente les gens qui sont assis. Voilà. Donc les clients, on va dire. Moi, je fais complètement autre chose. Super. Voilà, exactement. Tes employeurs, mais c'est bien. Ouais, c'est vrai, Exactement. Et donc c'est pour ça que je pose plein de questions comme ça. Voilà. Bon, les gens qui nous suivent le savent, mais voilà, je préférais préciser. Et du coup, pour nous, clients, parfois, vous avez quand même un côté, vous, impressionnant. C'est-à-dire, vous arrivez dans notre imaginaire, en tout cas dans le mien, vous devinez des choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour les gens, un bon sommelier pour les gens, effectivement, il y a l'accord mets et vins, bien sûr, mais ça, c'est peut-être dans une deuxième étape. La première, c'est de dire, si on lui met un verre de vin, il sait me dire Château Lafite 86, voilà, des trucs comme ça. C'est ce que tout le monde rêve, hein, honnêtement, quand on est... Moi aussi. Hein. Ouais, ben voilà. Nous aussi, ouais. Et en faisant ce podcast, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas si simple, même pour les sommeliers très aguerris, de faire ça, mais qu'effectivement, c'était plus autre chose. Donc c'est pour ça que je posais cette question de l'ego, parce que quand on est client, qu'on va arriver le sommelier, déjà on se dit qu'on est dans un bon restaurant et qu'en plus il a une sorte de savoir en fait. Il nous apporte quelque chose. Quoi. Comme tu disais, deviner un vin. Bon, déjà il faut faire deviner un vin, c'est pas un sommelier, c'est un amateur. Là, on essaie d'expliquer un vin. Il faut éviter de jouer aux devinettes. Même si le cerveau, on y met le nez dedans, on a envie de se dire, j'ai goûté ça, attends, c'est oublié en 89. Faut éviter tout ça. Ouais, mais c'est l'image que beaucoup de gens ont du sommelier. Je pense que vous l'avez d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Moi aussi, j'ai cette image-là, d'ailleurs, quand je vais au restaurant, alors que je suis sommelier. Parce qu'il y a une petite peur qui s'installe. Et puis quand on va au restaurant, voilà, je suis avec ma copine, mon copain, etc. Si on tombe sur la mauvaise personne, il peut rapidement nous dire ah non, prenez pas du tout ça, ça va pas du tout avec les plats que vous mangez. Alors, moi, je n'ai pas envie qu'on me dise comment je dois m'habiller le matin. Hein. Donc il y a ça, faut éviter. Ça, c'est un côté de la sommellerie qui existe. Mais ça fascine quand même beaucoup parce que je pense
d'ailleurs c'est pour ça que votre métier existe, hein. Personne ne sait vraiment choisir un vin. Alors moi qui suis de Bordeaux, quand je suis arrivé à Paris, quand j'allais au restaurant avec des Parisiens, ils me disaient choisis le vin, t'es de Bordeaux. Ouais, Tu vois, donc, c'est compréhensible. Voilà. et donc, si tu veux, on a aussi une image comme ça, parce que finalement, tout le monde un peu décharge la responsabilité en disant c'est à toi de choisir, c'est à toi de choisir. Et effectivement, j'imagine quand on est sommelier en plus dans la vie, et que dans sa vie privée, on doit choisir un vin, il doit aussi y avoir une petite pression. Oui. Et après, un petit bonheur aussi, quand même, c'est votre métier. C'est une bonne pression. Hein. Ouais, c'est ça, oui, c'est une bonne pression. Après, il y a 20 ans, il faut savoir que moi j'ai commencé ce métier en 2003-2004. Donc ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais il y a 20 ans... Surtout toi. Oui, surtout. C'est vrai que toi, tu as 30 ans, donc ça va. Mais il y a 20 ans, tu pouvais dire n'importe quoi. Tout le monde disait oui, effectivement, tu es sommelier dans un 3 étoiles. Si tu es là, ce poste-là, c'est que tu connais des choses. Mais tu pouvais dire les pires conneries. Je me rappelle, des fois, j'entendais des trucs. Je dis, mais t'es sûr là? Non, mais de toute façon, il peut pas vérifier, quoi. Ok, fine. Maintenant, aujourd'hui, en 10 secondes, tu vois, si le mec il dit une connerie sur plein de facteurs, ou les gens qui achètent beaucoup de vin aujourd'hui, et aussi sur des plateformes, des choses comme ça. Donc les gens sont extrêmement informés aujourd'hui. Donc il faut aussi être... des fois, il y a des... Moi, moi encore aujourd'hui, ça m'arrive, des clients qui me sortent des choses, je suis même pas au courant, c'est sorti il y a 10 minutes. C'est parce qu'ils ont une notification, il y a ça, monsieur est mort il y a 10 secondes. Enfin, tu vois, Il n'y a pas aussi les applications, là, Vivino, tout ça, là, ils vous scannent les bouteilles, ils nous disent des trucs. Ouais, c'est un peu moins aujourd'hui, mais ça fait a quelque bien chose marché. dans le métier. Aujourd'hui, il commence à y avoir l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises de voir les clients qui choisissent la bouteille avec ChatGPT. C'est très intéressant. Et t'as fait le test? Enfin, ouais, vous avez moi, fait le test tous les deux? J'ai fait le test. Moi, Alors je remplis, je dis voilà, je mangeais un cassoulet, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc il y a ça. Non, je veux un vin blanc, il y a ça. C'est assez incroyable. Ah, et c'est valable ou pas? Non. Ça manque de... Non, genre peut-être que tu t'en sors en disant je mange un cassoulet, est-ce que je peux le manger avec un chablis? Bon, ChatGPT potentiellement elle va te dire non. Après, quoique ChatGPT est très, très sympathique avec les utilisateurs. Hein. Mais il y a quand même pas tout le côté humain qui est 90% de l'affaire. C'est ça. Mais c'est vraiment 80%. Je suis pas inquiet pour le moment qu'on va me voler le travail. Pour notre métier. Mince, on a été remplacé par... Même si on mange tous les deux un cassoulet, c'est pas pour autant qu'on a les mêmes goûts en vin. Il faut trouver un compromis. Oui. Mais puis il y a la partie rêve. On peut boire en Bordeaux avec un cassoulet. On peut très bien boire en Bourgogne si on a envie de boire en Bourgogne. Ce qui compte, c'est comment on nous met un appétit. C'est les mots, que ce soit le sommelier ou pas, c'est les mots qui te mettent un appétit. Et ok, oui, on boit en Bordeaux. Fair enough. Par contre, il y a beaucoup plus de rêves si l'on boit un Bordeaux d'un petit vigneron qui a repris le domaine familial, qui a essayé de travailler tout ça en biodynamie. C'est cassé un peu la tête parce que les prix des vins ont monté alors que les vins ont baissé. Par contre, c'est quelqu'un qui travaille des parcelles. Tu vois, il y a une... Là, tu bois une personne, tu bois une idée, une tu bois une histoire. Et attention, c'est pas une histoire, c'est pas du storytelling, c'est pas une histoire inventée. Faut juste, on l'a mise en valeur. C'est ça le travail d'un sommelier. En Macquart des vins, il y a pas que, mais 90% des gens que je connais, des lieux que j'ai visités, ça c'est essentiel pour moi. Si le type est antipathique, il n'est pas dans mes rares des vins. C'est un gros melon. Pas la peine de travailler, tu peux faire le meilleur vin au monde aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui font le meilleur vin au monde. Ça me convient de travailler avec les autres. C'est important de mettre en avant. On boit un vin, oui, mais on met en avant un écosystème dont la personne fait partie. Donc ça encore, on n'y est pas. Oui, bien sûr, mais on n'y est pas. J'espère qu'on n'y sera pas, parce que c'est quand même votre métier déjà d'une, et c'est aussi pour ça qu'on vient au restaurant. Bien sûr. Mais puis, sinon on reste à la maison, comme on a je vais dire, à toute époque, il y a des complications. Il y a quelque chose. Il y a 20 ans, il y a Vivino, aujourd'hui, il y a ChatGPT. Il y a 20 ans, il y avait, je sais pas, la Nintendo qui sortait. Il y a toujours quelque chose. Tu vois, tu te moques. Mais voilà, il faut juste savoir s'adapter professionnellement. Aujourd'hui, quand je vois que les clients sur ChatGPT, ça m'est déjà arrivé 3-4 fois. Donc même ici, même... ça m'est arrivé. Ici, ça m'est arrivé. Je comprends. J'entends, je comprends, je fais avec. J'essaie de les mettre à l'aise avec. J'essaie d'aller dans l'essence même de l'application. En fait, j'essaie d'aller dans l'essence du client. À nouveau, les clients qui viennent ici, je ne suis pas là pour lui expliquer la vie. Je suis là pour essayer d'engendrer une émotion. Peut-être qu'il est avec son premier Tinder, peut-être qu'il est ici pour 10 ans de mariage, ou peut-être qu'il est multimilliardaire, il a envie de boire un peu plus. Moi, j'essaie d'engendrer une émotion. Et si lui, il passe par ChatGPT, je ne vais pas lui dire
fais pas ça. Non. Monsieur, vous n'avez pas compris. Mais tu t'es déjà confronté à ChatGPT parce que le client t'a dit ah ouais vous me conseillez ça parce que moi ChatGPT m'a pas dit ça. Hein. Je crois, potentiellement, j'ai un souvenir un peu vague, mais je pense que ça m'est arrivé une fois d'être contradit par par les robots. Et ça, tant que je prends mon salaire, le robot a raison. Ouais, c'est ça. Tu veux faire. Et toi, comment parce que je vois que tu as fait le restaurant Les Climats, qui était un restaurant indépendant, une étoile Michelin, donc une très belle carte de Bourgogne d'ailleurs. T'es passé d'un restaurant une étoile qui fait partie des grands restaurants sur la Bourgogne aujourd'hui, et aujourd'hui un énorme poste. C'était alors au tout début. En fait, déjà les Climats, c'était un restaurant indépendant, mais qui fusait. Et c'était à nouveau un autre C'était en restaurant. quelle période ça? C'était En 18-21. Ouais. 18 à 21, 17 à 21. Juste pour préciser, restaurant indépendant, c'est que ça appartient pas à une. C'est un restaurant familial. C'était Ouais. c'était deux personnes, Carole Collant et Denis Jamet, qui avaient voulu tout simplement créer ils faisaient une ode à la Bourgogne, 3000 étiquettes bourguignonnes, une carte de vin qui mettait en avant les lieux, la plus belle carte de vin que j'ai vue de ma vie, et je suis prêt à tout défi. À nouveau, là, on faisait des dîners avec la Romane Conti, Aubert de Villan, Bizot, ça partait dans tous les sens. Tous les jours, il y avait les plus grands connaisseurs du vin du monde à table. C'était un restaurant avant. À l'époque, c'était la nouveauté, mais dans les marchés mondiaux, je pense. Ils avaient une idée excellente au bon moment et avec les moyens. On avait une quantité de Bourgogne, je pense. Ici, on est loin de l'avoir. Non, mais attends, on faisait 40 couverts le midi, 50 couverts le soir. Il y avait je ne sais plus combien de milliards de vins de Bourgogne. Avec des allocations qui tombaient, c'était interminable. C'était fantastique. Ce qui nous permettait d'avoir des prix cassés, c'était fantastique. Et donc, en effet, de tout ça, la raison de mère, c'était OK, qualité, ode à la Bourgogne, point basta, stop. Alors qu'en effet, quand on bascule dans le monde des palaces, il y a un aspect financier à tenir en tête qui est super intéressant, parce qu'on n'est pas là, on est là grâce à la poésie et pour la poésie, mais il faut aussi être un peu mathématicien en tout ça, parce qu'on est tous, c'est un business plan, hein. Il faut que ça tourne. Et si on n'a pas l'intelligence de se dire ça, c'est qu'on n'est pas bon à mon avis, parce qu'il faut, si on veut que ça dure, il faut que ça dure. Il faut que l'on soit bon pendant entre-temps. Donc, vous n'êtes pas sur un produit périssable. Ah non, mais ça c'est quand même un avantage. Non, mais quand même. Mais après, il y a de l'argent immobilisé qu'il faut faire sortir. Alors, ça. Non, je veux dire, les vins n'est peut-être pas périssables, alors que oui, quelque part, parce que les grands vins ne périment pas, mais les restaurants périment. Les restaurants, si on ne suit pas, combien de restaurants célèbrent la dixième bougie? Il y en a un paquet. Donc, et les vins, ici, c'est presque 50% de la chiffre d'affaires de ces restaurants. Je ne vous le comptabilise pas en millions, mais c'est important parce que ça fait tourner la vie d'un restaurant, les vins, les boissons en général. Enfin, donc, quand on arrive ici, moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais au Georges V, je vais une année, je n'ai pas du tout l'idée de travailler ici. J'étais allé, je m'étais fait violence pour venir à travailler ici. C'était le bon moment pour quitter les climats. Mais dans ma tête, les palaces, c'était des cages dorées. Je voyais les gens qui travaillaient dans les palaces, je trouvais ça presque ambigu. Ambigu. C'était contresens pour moi dans le monde du vin. Et puis je ne vais pas généraliser tous les palaces de Paris, j'en sais rien. Mais ici au Georges V, c'était tout à fait le contraire. C'est-à-dire que je pensais d'être un numéro ici, d'arriver, il y a Sommeil 4 qui va faire le travail. Et en fait, pas du tout, j'ai jamais connu une maison jusqu'à aujourd'hui qui m'a autant permis d'être moi-même. On m'a dit, tu prends ta personnalité, tu l'as fait éclater dans les restaurants, et ça c'était les bons restaurants pour le faire. Ces restaurants, ça tire dans tous les sens. Tire à balles réelles. Ah non, mais c'est phénoménal ce que l'on arrive à faire ici. On avait à l'époque, quand je suis arrivé, une liberté d'expression, mais qui était dans un palace, avec les moyens dans un palace, avec la prise des risques. Parfois, on s'est retrouvé à faire je sais pas, à pincer des bouteilles à 20 000 euros sur un tabouret dans la cuisine. Et en même temps, il fallait se prendre soin des 120 clients qui étaient ici pour d'autres raisons. Il fallait faire tout ça. Donc, il y a, OK, est-ce que tu es capable de le faire? Non. Est-ce que tu as investi pour le faire? Oui, let's go, on va trouver une manière. Donc, il y avait un mouvement ici, c'était extraordinaire. Donc, quand on arrive ici, il faut juste s'adapter à tout ça. Il faut essayer d'y mettre sa patte, ce qui prend plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Je crois que la première année et demie, il n'y avait personne qui m'écoutait, ils ne savaient même pas comment je m'appelais. À juste titre, c'est une institution. Il ne faut pas que les premiers qui arrivent expliquent la vie à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça et ça doit pas marcher comme ça. Et puis par contre, il y a, OK,
Francesco, tu es un bon dégustateur, tu as une bonne théorie, tu sais faire avec les clients. Peux-tu m'expliquer pourquoi les Bev Cost a descendu de 0,2 il y a 3 mois? Donc, il y a une partie mathématique qui s'engendre. En effet, il y a les responsabilités. C'est comme avoir un gamin à un moment donné, tu te dis, OK, oui, bon, faut penser à l'autre aussi. Donc, il y a une partie financière qui s'installe, il y a une partie managériale, parce qu'aujourd'hui, au Georges, je suis arrivé, on était 2 sommeliers. Je vais pas dire c'était n'importe quoi, c'était un après-Covid. On faisait 120 couverts les soirs, 100 couverts les midis avec la terrasse ouverte. On était 2 sommeliers 7 sur 7. Donc 5 jours sur 7, il y avait un sommelier avec la cave qui était sous l'eau à l'époque. Conditions de travail n'étaient pas ce que l'on m'avait vendu aux entretiens. Et aujourd'hui, on est 7 sommeliers. Donc on est un paquet en salle. Je crois qu'on est presque 40 en salle, toute l'équipe. Et les chefs sommeliers de ce restaurant, c'est un manager, donc il faut gérer toutes les équipes. Ici, l'équipe est tout ce qui compte pour moi dans ce restaurant, donc plus que la carte des vents. Donc voilà, il y a... Toi, tu as les 2 casquettes, tu es aussi directeur du restaurant? Non, absolument pas. Il y a Marion qui est la directrice du restaurant. Impossible d'avoir les 2 casquettes ici. Les restaurants, ils les travaillent. Et puis, en toute honnêteté, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il y a déjà dans c'est un hôtel qui transpire les vents, qui respire les vents. Donc, il y a tellement à faire. Allez, on ne se limite pas à faire un service. Ici, aujourd'hui, je vous explique ma journée, mais je vais avoir un 18 heures de journée. Tous les 10 minutes, j'ai quelque chose qui s'est produit. C'est fantastique. Non, mais c'est génial. C'est pour ça qu'une fois qu'on y est rentré dans ce monde des palaces, on va l'appeler, mais je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Et ici, une fois qu'on est rentré, ça devient une dépendance. On a envie d'aller au travail. Moi, j'ai une envie d'aller au travail. Mais c'est hors norme. Donc, tu as complètement changé d'avis, finalement. Il m'a fallu 20 minutes pour changer la vie. Mais heureusement, j'ai cette capacité à me donner tort. Non, mais ici, je suis à la maison. Si j'ai jamais été autant à la maison qu'au Georges V. Alors ma mère n'a jamais compris. Tous les 3 mois, elle me dit, je comprends pas comment tu as pu t'adapter là-bas à toi. Moi, je viens d'un milieu ma famille, c'est des fermiers. J'habite à la campagne. Les looks, je l'ai toujours regardé avec un œil ambigu à nouveau. En fait, que les looks, chacun a sa définition. Pour moi, la définition de looks, elle est complètement différente parce que autres personnes peuvent vous dire, il y a personne qui peut vous dire que les looks, c'est avoir les plus beaux les costumes ou les plus belles des chaussures. Pour moi, les looks, c'est juste faire de sur-mesure. Il n'y a pas plus. C'est savoir faire de sur-mesure. Ici, aujourd'hui, je vais accueillir 80 clients ce midi. J'ai du business, j'ai des vignerons, j'ai des first-timers, j'ai des tables qui vont dépenser un paquet d'argent sur une bouteille de vin, je le sais davantage. Et ma première tâche au Georges, c'était d'aller à toutes les tables. Il n'y a pas une table que je ne vois pas, ou il n'y a pas une table sur laquelle il peut y en avoir de temps en temps les samedis soirs quand on est plein à craquer, ça tire dans tous les sens. Mais il faut essayer d'engendrer cette émotion à toutes les tables d'une façon différente. Alors ça, c'est de ce pétard là. C'est une pièce de théâtre qui je suis pas prêt à renoncer à ça. Tu as déjà eu des demandes très particulières, très loufoques dans ce monde-là? J'ai pour les coups, l'ego de te dire presque quotidiennement. Tu te dis, il y a des 144 chambres, je ne sais plus combien de restaurants dans l'hôtel, je ne sais plus combien de couverts par jour. Tous les jours, ça tire dans tous les sens. On a eu... je me souviens... franchement, on a eu énorme... Mes premières semaines de travail, à 17h, on reçoit cet appel par je ne sais plus qui travaillait chez Google, Yahoo, je ne sais plus. Et il nous commence à demander la carte de vente, très insistant. Moi, je ne voulais pas lui donner, puis je la donne. Et puis les gars, ils commencent à me demander 50 000 € de vin à ouvrir pour 18h. Là, moi, ça faisait 3 semaines que j'étais là, je devais ouvrir 50 000 € de vin sans avoir le directeur du restaurant qui me disait non, c'est une arnaque, ou je ne sais pas, on ne va pas le faire. Moi, je lui disais si oui, on va le faire. La soirée se terminait à, je ne sais pas, 200 000 € de vin pour 4 clients. On avait ouvert des 3 litres de Romane Conti. Ils arrivaient du Japon. Ils avaient une mission, c'était démonter toutes les cartes de vente des Paris. Ils avaient fait cheval dans tout l'argent. Ils étaient en mission pour compte de Dieu. C'est les Blues Brothers. C'était à 4 ou 5. Ils nous avaient fait des mags, des 3 litres de la Romane Conti. 4-5, je pense. On avait tu comprends que tu as un sommelier, sans Vancouver. Tu ne peux pas... Déjà, tu n'as pas de quoi organiser le service et en plus, tu te prends un salon privé, 5 personnes qui potentiellement ne viennent même pas, qui veulent te commander 50 000 € d'avantage. Et ça, c'était une soirée phénoménale. Mais tu as ça, en même temps, tu as ici les Roland Garros,
Les Roland Garros, c'est tellement beau. Les vrais Roland Garros, c'est produit au Georges V. Ah oui. Ah, c'est pas un cours Chartier, c'est ici. Ah oui. Ici, dans la terrasse de Georges V, la période de Roland Garros devient un terrain de bataille. C'est fantastique. C'est la période la plus. C'est tellement beau que je me suis mis au tennis. Non. Ah ben, j'ai jamais regardé. Me dit, tu regardes le tennis à cause des cinéaires. Ah non, oui, aussi. Ah mais, oui, c'est vrai. ouais, mais les Roland Garros à Georges V, C'est- en fait, il y a une ère d'été. Ouais, il y a une énergie, tout ça. Ouais. Il y a une énergie incroyable. Tu as, bon, tu peux avoir quelques joueurs de temps en temps, mais c'est pas ce qui est le plus drôle. Le plus drôle, c'est les fanatiques du tennis qui viennent de la planète entière pour voir Djoko, Nadal, l'époque Ouais. Nadal ici, c'était. Et donc ils sont sur la terrasse ici. Ils sont sur la terrasse, sur les toits. Je me souviens, j'ai la patronne des Sassicailles qui a mangé ici. Moi, j'ai un petit truc pour les premiers millésimes. Je vais toujours dénicher les premiers millésimes. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez vendre un premier millésime de Sassicailles? Il me dit, ça n'existe plus. Au bout de 2 semaines, j'arrive à trouver le premier millésime de Sassicailles à 68. Je les paye un paquet. J'ai vérifié que la bouteille soit bien authentique et tout, soit en bonne condition. J'ai payé la bouteille, les directeurs d'hôtel à l'époque. Il ne voulait pas que je l'achète parce que c'était hors des prix. Et c'était, selon lui, invendable. Donc, Oui, c'est ça. Il s'est dit, si tu l'achètes, tu le vends. ouais, mais je me souviens, il me dit attention, on n'est pas un musée. Je lui dis, je suis tout à fait d'accord, vous en faites pas, on va la vendre. On n'est pas gardien de musée, monsieur, ok? Surtout que je voulais la boire. Ouais. C'est tout ce qui m'intéressait. oui, c'est important en fait. Moi, je l'avais absolument acheté pour la boire. J'avais aucun autre intérêt que la vendre et la boire. La condition pour vendre cette bouteille, c'était que j'en buvais un verre. Ah oui, voilà. Par contre, je la mets à un prix indécent parce que je voulais la vendre au bon client. Indécent, tu peux le dire ou pas? Non, Ok. je préfère les garder parce que Ouais. non, surtout parce qu'on l'a pas vendu à ce prix-là finalement. Je l'avais Ok. mis à un prix des. Je voulais pas qu'il soit vendu au premier Oui. multi-méga Oui, donc milliardaire tu l'avais qui préservé, arrive. quoi. Ah oui, j'avais vu l'étiquette, quoi. Voilà, je voulais C'est qu'il soit bu par un connaisseur. Donc, ces clients arrivent, c'est un très bon client, c'est un bon copain, il arrive, je lui dis que j'ai le premier millésime de Sassicaia, je lui vendais la moitié du prix par rapport à ce que j'avais mis à la carte. Je pense, non mais, faut se dire que là, pareil, c'était 5 000 € de vent. 5 000 € de vent qu'on avait fait sur la soirée, on les avait bu on se retrouve à pincer cette bouteille sur la terrasse de Georges V, 8e étage, avec les vents contre. J'arrivais même pas à pincer la bouteille, et en plus... attention, parce que je ne savais pas s'il était bon, il avait 50 ans. Les Eh ben, Ah oui, c'est ça. C'est la surprise. ouais. on ouvre la bouteille est en condition idylliaque. Elle était géante. Donc là, ça part. On l'a bu en 30 secondes par contre. On était tellement heureux. Avec des glaçons, une paille. Non, mais on était tellement heureux que la bouteille soit bonne. Ah bah oui. On était pris par l'excitation comme des gamins. Ah ouais. Ah ouais. En même temps, on m'appelle, on me dit il faut que tu descendes en bas. Non, moi, j'étais parti pour 1h30 avec les clients. Le directeur de restaurant on était en train de faire la bringue dans la penthouse avec ses clients. Et puis on me dit attention parce qu'en bas il y a 120 couverts, ils ont besoin de toi, ça tire dans tous les sens. Il y a X, Y, il y avait des super clients habitués. Je descends dans les restaurants, je commence à voir des Romanée Conti, des machins. Je me dis waouh. C'était Roland Garros quoi. Je vois un joueur de tennis à droite hyper célèbre, je vois l'autre qui veut prendre la photo avec. Je dis non, chacun à sa place. L'autre qui veut prendre... J'étais vraiment tiré dans tous les sens en même temps. On me dit ah ben à l'autre qui est en cave -3, elle t'attend, elle veut faire une dégustation en cave. Mais non. Wow. Donc j'étais à 8e étage, au -3, au restaurant, Ouais. ensemble. Ah ouais. Ouais. Et il y avait Ouais, que c'est- des, je vais pas dire que des gros clients, mais il y avait tous nos clients habitués. Wine Spender qui était là, c'est Roland Garros. Et moi j'étais T'étais en plein match, quoi. Ah, moi j'étais la balle par contre. Mais je suis rentré à la maison, j'étais. Tu vois la bonne fatigue quand tu Oui. avais tes 10 km Content, de quoi. course, c'était là la sérotonine qui te tape les cervettes et c'était trop beau. Et tout le monde était content. L'atmosphère, tu as l'impression de travailler dans les meilleurs restaurants au monde. Avec mon ego, potentiellement, je pense vraiment de travailler dans les meilleurs restaurants du monde pour certains côtés. Et c'est pas parce qu'il y avait X, Y. Est-ce que l'ambiance, Ouais. les gens qui étaient là, et je me souviens parfaitement de cette soirée. Hein. Il y avait des couples qui étaient là pour, comme tous les soirs. Ici, on est un restaurant, même si on est dans un palace, on est assez populaire. Et il y avait les couples qui étaient là pour la première fois dans un palace, première fois dans un étoilé. Ouais. Ils reniflaient ça. Ah bah oui. Ça Et m'est moi- tombé. Et tu passes avec ton Sassicaia. Pas plus tard qu'hier, je l'ai fait. J'avais une grosse bouteille d'allemand. Les clients qui me laissaient en fond, bon, j'aurais pu le boire avec les sommeliers.
On en boit de belles bouteilles tous les jours. Je l'ai mis en couple qui était là pour la première fois. Je n'ai tenez, Ah, vous aimez bien les sympa, vins ça. rouges. C'est beau, ça. Ah bah ça c'est le palace. Ouais. Ça c'est c'est pas le palace, c'est les appelle moyens ça que la l'on a pour générosité faire. aussi. Ben voilà les looks, sur mesure, Mm, générosité, point basta. Là tu passes, j'avais ces fonds dans Barolo début 2000 qui vont une fortune et qui est une bouteille hyper rare. Ah, j'aurais bien voulu la boire et envoyer un screenshot au vigneron en disant hé hé, eh ben non, il y avait ces couples qui étaient là tout timides, tu vois, là, tu mets un coup, je mets la bouteille sur table, je dis faites-vous plaisir, est-ce que vous aimez les vins rouges? Ah non, on l'a pas commandé, je dis bah, je sais bien, je suis pas français mais J'ai compris. j'ai compris. Je dis Enjoy, faites-vous plaisir. Je sais qu'ils sont partis d'ici, ils vont parler que de ça, ils ont bu. Parce qu'après ils ont dû vivre Ah, ils dans la ont dû- bouteille, ils ont ouais. dû se voir qu'il était à je sais plus combien de milliards. Il y a 10 000 balles. Mais tu vois, mais c'est Ouais. après Ouais. ça arrive pas quotidiennement, mais ça c'est Oui, C'est hyper des petits clins important. d'œil de vie, ça. Bah, ça, c'est un beau luxe que vous offrez aussi. Ah bah ça, Ouais. et bah ça par contre c'est pas, Mm. c'est toi qui Ouais, l'offres. oui. C'est Ouais. toi T'es personne. acteur de ça. C'est tes protagonistes même. Mm. Ça faut pas l'oublier qu'on est ici. Les clients, c'est mon employeur. Donc c'est eux qui me payent. C'est comme les joueurs, tu sais, c'est comme les sportifs. Hein. Et parfois on oublie les supporters. Attention parce que c'est eux qui payent le billet. Hein. Ouais, c'est c'est eux qui vrai. payent les 10 millions d'euros. C'est eux sûr. qui les payent en fin d'année. Donc C'est vrai. ça c'est hyper important. Et quand les clients, dans ces soirées dingues où ça tire dans tous les sens, qui se produisent relativement souvent, faut pas oublier qu'il y a 120 convives à la table, qu'il y en a 100, qu'il y en a 80. Il faut tous les prendre en considération. Il faut créer une émotion. Donc quand à un moment donné, tu as ce beau pistolet sous les mains, bah, tu laisses jouer tout le monde. Ouais. Et ça, c'est important. La générosité, c'est le luxe. Hein. Bah oui, c'est ça. Franchement, moi, je m'arrête là, c'est pas plus loin. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette assiette qui a l'air magnifique, enfin, qui est magnifique? Alors, Ah oui. j'ai choisi un assiette dont je parle tout le temps parce que pour moi, c'est les restaurants. C'est-à-dire que oui, on est dans un palace, oui, on est au Georges V, oui, on est étoilé. On est un restaurant populaire. Et populaire non pas par le succès, mais parce qu'on est un restaurant du peuple, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Les prix ne sont pas démesurés par rapport à la place parisienne. Je ne parle pas d'étoilé, mais je parle de tout ce qui est dans cet arrondissement déjà. Et les plats sont compréhensibles. Ça, c'est une carbonara, tout simplement. Donc, l'idée de ces restaurants, l'idée de Simone, c'était de rendre, de moderniser peut-être, en tout cas de rendre vivant, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas de mettre en valeur des plats populaires. Donc, carbonara aujourd'hui est très célèbre en France. Hein. Quand on pense à l'Italie, on pense à la carbonara. En Italie, la carbonara, c'est le plat qu'on fait quand on n'a rien dans les frigos. En fin de compte, Ah oui. Ouais. quand on n'a rien dans les frigos, c'est l'un de ces plats qu'on peut faire vite fait. Ouais. On peut interchanger les guanciale avec du jambon, avec de la saucisse. On peut mettre Crème fraîche ou pas crème fraîche? Absolument pas crème fraîche. Voilà. Voilà. Oula, Non, mais oula, si- attention. si- mais si- Oula, mais- attention. non, voilà, là on peut s'embrouiller là-dessus, mais non, mais on peut l'ajouter. Je veux dire, on est à la maison, on a envie de l'ajouter, on peut la transformer la carbonara. Après, il y a l'original. Ça, c'est l'original entre guillemets. C'est-à-dire que la carbonara, qu'est-ce que c'est? C'est du pecorino, déjà 90%. Pecorino romano, c'est-à-dire ces fromages un peu piquants, acidulés qui soulignent les gras finalement donnés par les fromages lui-même, l'œuf et la pâte fraîche, et les guanciale. Voilà, le guanciale qui est bourré de goût et qui apporte une vraie salinité. Donc c'est un plat très, très goûteux, et les poivres noirs. Oui. Ici, souvent, on a des familles qui nous demandent une carbonara classique pour des enfants. Ah oui. Nous, on la déconseille. La carbonara classique, il est acidulé par les pecorino, il est salé par les guanciale, il est sacrément poivré. Il y a 1,5 kg de poivre sur une carbonara classique. Ah oui. 1,5 kg, Oui. j'extrapole, mais Oui. il y a beaucoup de poivre. Donc ici, on l'adoucit un tout petit peu. La carbonara est à l'intérieur, c'est-à-dire que cette crème de pecorino et poivre noir, vous l'avez à l'intérieur. Et il ne faut surtout pas couper les tortelles, il faut le manger d'une seule bouchée comme tu as fait. Et là, il y a cet éclat, tac, cet éclat des carbos qui se fait d'une certaine délicatesse en fin de compte. Donc on l'a adouci, la carbonara. Adouci non pas dans l'essence des douceurs, mais on l'a un tout petit peu, on a mis en valeur la délicatesse. Et Ah oui, Et c'est pour ça que c'est sous cette forme de bouchée pour qu'on puisse le faire d'un coup. En fait. une seule bouchée. Ouais, Ouais. c'est pour ça, Et en sous plus, ce format. tu vois que quand tu éclates les tortelles dans ta bouche, il y a cette espèce de peps qui se fait. Il y a cette injection, on dirait que c'est une piqûre de carbonara. Et qu'est-ce que c'est les Georges? Pour moi, c'est des plats populaires italiens associés à des grands vins. Italiens, français, peu m'importe. Moi, j'adore les vins du monde entier. Mais en Italie, par exemple, la carbonara, on la mange avec du vin rouge.
parce qu'il y a de la viande, il y a du poivre, ou parce que j'en sais rien pourquoi. Ouais. La carbonara, c'est un plat à vin blanc. Et, Tu vois, j'ai amené du vin blanc. T'as bien fait, Aurélien, t'es pas ensommeillé par hasard. Hein. Vous savez qu'il y avait la carbonara ou pas? Alors, On s'est donné quelques... attention, parce qu'il y avait quand il y a même... triche, il y attends. avait quand même- non, il n'y avait pas de triche. Non, Il n'y a non. pas de triche. Au contraire, je l'ai mis à l'épreuve. C'est-à-dire que... À la preuve. C'est-à-dire que je lui dis il y a de la carbo, je vais dire je vais voir s'il me sort un vin rouge. S'il me sort un vin rouge, c'est du take-all direct. Voilà. Et en fait, Regardez, quand j'ai vu le vin blanc, je me suis dit bon, ça sauvé, Ça hein. va. Ça va. Respect. Parce que les vins rouges avec Il a la... demandé à ChatGPT. Hein. Voilà, c'est exactement. Qu'est-ce qu'on boit avec une carbonara? Ouais, c'est clair. Mais le chef, il a décidé de faire une raviole, comment ça s'appelle Un tortellino aussi. tortellini. Donc c'est lui qui a totalement créé cette Ouais. assiette iconique. Ouais, absolument. Ça a pris un paquet de temps. Je pense que, je vais pas dire des bêtises, mais j'ai souvenir d'avoir passé 2-3 mois à goûter des carbos différentes afin que l'on aille Oui. là. Et parce que, vous voyez, quand vous la mangez, il y a vraiment ces peps de Ouais, carbonara. très- Alors, je sais très pas agréable. comment ils y sont arrivés, mais il a fallu un tout petit peu de temps. Et quand même, mettre la carbonara dans un palace, attention, une étoile Michelin, fallait que ça soit une bonne carbonara. Donc, il a fallu un petit moment avant de Trouver le truc, se dire, oui, mais puis il faut être un peu culotté de se dire, ouais, gars, on met une carbonara. Et puis, Oui. évidemment, que c'est Ouais. devenu un plat signature d'une rapidité absolue. C'est un best-seller. Mm. Pour moi, c'est l'un des meilleurs accords Mezevan à faire dans les restaurants. Et pour moi, surtout, c'est les restaurants. Ici, je l'associe avec. Après, c'est des grands vins, attention, mais à nouveau, on vient dans un palace, on a envie de boire ce vin-là et on les fait au verre afin que les gens puissent le faire. Du grand merceau, vous goûtez un merceau des coches avec la petite réduction grillée, avec la carbo, c'est divin. Vous goûtez un ermitage blanc d'échave, c'est à tomber par terre. Mais tu vois, toi qui as fait plein de vidéos, j'ai vu que tu faisais plein de vidéos pour mettre en avant effectivement l'établissement, ton image et tout ça, c'est génial et bravo parce que tu le fais avec beaucoup de pureté, beaucoup d'élégance, sans être show-off, c'est pas toujours facile. Mais ce que tu disais dans une de tes vidéos que j'ai bien aimé, malgré le fait effectivement d'être dans un endroit prestigieux, tu mets effectivement un Hermitage Chave qui est un mythe pour les connaisseurs, même pour le grand public. Et derrière, tu as aussi des jeunes vignerons, des vignerons plus accessibles qui t'animent aussi, quoi. Donc je trouve que c'est important absolument. d'être acteur des deux, quoi. Mais tu non. l'as dit et on l'entend pas toujours. Non, plus ici, c'est ma signature, évidemment ma signature. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense, après à voir si cela a changé, mais je pense qu'on a les vins au verre les moins chers de tous les palaces parisiens d'entrée. Hein. Donc ton premier prix, c'est quoi au verre? 19. 19. Ah. Attention, une pente au fond de la rue, ça coûte 11 €. Hein. Oui, Donc, tout à fait. une pente Le de quartier, celle-là, c'est pas cher. hein. Oui. Donc, il faut bien se relationner à la honneur parce qu'évidemment, si on me dit 19 €, je sais pas, à Marseille, oui, ça commence à devenir cher. Mais à 19 €, je vais te dénicher un vin. Faites un biodynamie au pain, en tout cas bien travaillé, par un petit vigneron. Je n'ai pas acheté une piquette pour la mettre à 19 €. Non, il y a un vrai travail. D'ailleurs, c'est le travail le plus compliqué. Où est-ce que je peux trouver un bon rapport qualité-prix afin de faire plaisir? La coupe des champagnes, D'où le prix plaisir. Absolument. Et puis, à nouveau, on est un restaurant populaire, c'est-à-dire qu'on a une panoplie des clients ici qui va d'un chef d'État jusqu'à ma mère. Et je me dis, OK, les chefs d'État, peu importe, la superstar, les millionnaires, il a envie de boire l'Hermitage des Chaves, quand même, il faut qu'il aille l'Hermitage des Chaves. Il y a ma mère qui vient ici pour goûter la cuisine de Simone ou pour faire coucou à son fils, et qui veut quand même boire un verre de vin. Je ne veux pas qu'il se fasse appeler par la BNP le lendemain matin. Oui. Donc, je me dois de trouver un bon vin, une bonne bulle, pour qu'il puisse se faire plaisir. Ça, si je n'avais pas l'opportunité de faire ça, je ne travaillerais pas ici. Ouais. Et ça, à nouveau, ça revient au fait que je peux mettre en avant les choses comme je les vois. Personne ne m'a jamais rien dit. Alors qu'on aurait pu me dire, attends Francesco, ton verre à 19, tu le mets avant 5. Il y a une image à tenir. Une image à tenir, ça fait peut-être des scores de bœuf cost et tout. Non. L'idée, et Simone, c'est pareil. Hein. On s'est battu. Simone peut avoir une image médiatisée, ce que vous voulez, mais qu'est-ce que je l'ai vu se battre pour casser les prix. Parfois, on a réussi, parfois, on n'a pas réussi. Mais ici, l'une des batailles, ça a été toujours, et c'est une bataille, hein, on n'augmente pas. Il faut que ça soit accessible, il faut que les restaurants soient blindés, il faut que les gens viennent et qu'ils réparent en se disant, ça m'a plu moyennement, ça m'a beaucoup plu, mais il ne faut surtout pas qu'ils réparent en se disant, j'ai l'impression d'y avoir laissé un paquet d'argent pour rien. Ouais, ça. Ce qui nous C'était arrive pas le prix. souvent dans les restaurants. C'était pas le juste vrai. prix, quoi. Ça nous arrive souvent dans les restaurants, ou pas, dans d'autres métiers aussi. Bien sûr. Et ça, c'est important. Et ça, c'est fondamental. Donc, à
à 19. Avant ça, la sélection des vins verts, ici, je pense qu'on a plus ou moins 80 vins verts, 60, 80, ça dépend de la saison. Moi, j'ai beaucoup misé, j'adore ça, mais voilà, vous voyez, aujourd'hui, un problème, on dit tout, j'entends beaucoup, on boit plus de vin. Les jeunes boivent plus de vin, les nouvelles générations boivent plus de vin, c'est un problème, c'est dû à X, Y, aux étoiles. Non, c'est dû au prix, point basta. Oui, c'est vrai. Faut pas aller chercher plus loin. Faut pas aller chercher plus loin, c'est dû au prix. Psychologique. Ah non, mais les prix tout court. Attends, tu vas à Paris, tu veux boire une bonne bouteille de vin, ça te coûte 80 €. Ouais. Non, mais 80 € quand tu bois un badge chez toi, mais c'est énorme pour boire une bouteille de vin qui, attention, à l'époque d'aujourd'hui, avec les vins naturels et tout, potentiellement est défectueuse. Donc aujourd'hui, il y a un paquet de vins qui sont mis sur table et qui sont défectueux, qui devraient même pas être vendus. Donc je pense qu'on est dans l'unique métier où cela se produit. T'imagines aller acheter une voiture, on te vend une Fiat 500 et on te dit bon, potentiellement le moteur est pété. Mais c'est joli, hein. C'est je dis un par design contre, incroyable. Vous payez d'abord, hein, vous payez d'abord. C'est un dans les vents, ça se produit comme ça. Moi, je trouve bon, on a reconnu les bouchons comme un problème et déjà. J'aimerais bien voir combien de sommeliers, mais pas les vins bouchonnés sur table, ça m'intéressait bien de les voir. Mais tu penses que quand ils sentent le bouchon comme ça, ils disent ça va on va voir s'ils voient. Tu sais, je pense que quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, non, mais quand tu travailles pour toi-même, je pense qu'il doit y avoir, ça dépend qui t'en face. Hein. Ouais. C'est malheureux, mais c'est très malheureux, mais ça existe. Et c'est pour ça qu'ils disent goûter, s'ils disent non, il est bon, c'est passé. Non, mais c'est ça, mais toi, t'as raison. Bah oui. Ça fait pas, mais comme tu sais, l'homme est voleur. Ouais. Moi, après, c'est simple de dire ici, mais ça, à nouveau, on fait pas tout ça pour ça. Non. Ouais, c'est vrai. Et puis le vigneron, il est content quand on lui dit, parce que c'est pas qu'une bouteille potentiellement, des fois c'est un lot. Et donc si tu lui dis, c'est la première fois qu'on me dit, bah oui, mais si personne ne le dit, tu fais pas attention et tu gardes les mêmes bouchons, tu gardes les mêmes. C'est le problème. C'est ton métier un peu. Mais après, encore une fois, je remets ma casquette de personne assise. T'as quand même une petite pression, on se dit, allez-y, goûtez. Donc il y a un gars qui est comme ça, qui attend. Surtout qu'il a déjà des goûtiers face à toi, normalement, ou potentiellement. Exactement. Et toi, tu dis, oui, c'est bon. C'est ça, oui. Voilà. Devant tes copains, potentiellement, peut-être que t'aimes pas, mais c'est rare de dire, non, en fait, non, j'en veux pas. C'est à nouveau, c'est dont on parlait tout à l'heure, cette petite peur qui s'installe, t'as pas envie d'être jugé, parce qu'à tout moment, tu te retrouves une personne en face qui est entre guillemets qualifiée pour te dire que t'es un con. Exactement. Mais toi, c'est pas trop ton style. Toi, t'aimes provoquer le sommelier, parce que pour l'avoir vécu dans mes restaurants, quand il vient manger avec... il est imposant, le garçon, donc il arrive, et puis son métier, c'est de travailler avec des gens, mettre des gens dans leur bon droit chemin, parce que t'es quand même très, très fort dans l'humain. Et donc, je me vois arriver Sébastien dans mon restaurant qui provoque un peu des sommeliers. Non, mais qui va chercher un peu, comme quand tu vas dans un bar à cocktail et que tu dis sors-moi le meilleur cocktail, ce que j'aime, c'est le rhum, quoi. Et je m'en fous de la carte des vins, ou du bar à cocktail, de la carte, peu importe. C'est vrai. Seb, ce qu'il aime, c'est je vais chercher en toi quelque chose qui me fait du bien. Ou qu'est-ce que tu as bu dernièrement qui t'excite. Je trouve ça c'est pertinent parce que ça met en scène le gars, tu le valorises, donc ça c'est très pertinent. Donc, il a retourné un peu le scénario, mais c'est intelligent de le voir, même moi il me l'a fait, et c'est bien de pouvoir, parce que du coup tu retournes un peu le truc, c'est pas je suis comme un enfant, je sais pas, tu m'apprends des choses. Non. Je pense que le sommelier est content aussi. Oui, mais il y a un vrai échange. C'est pertinent. Effectivement, ce que j'avais fait dans tes restaurants, j'avais dit au sommelier, qui était effectivement un peu tremblant, parce que en plus je suis un copain du patron, donc bon, j'ai dit, mais s'il restait une bouteille dans le monde que tu devais emporter avec toi sur une île déserte, ça serait laquelle? Je veux celle-là. Et il m'a l'a servi. Et elle était très bonne, effectivement. Voilà. Et du coup, on avait créé un lien, parce que du coup, il y avait une émotion partagée. C'est une bonne façon de faire. Moi, par exemple, ce que je t'ai considéré comme ça aux auditeurs, c'est tu sais, écoute, j'ai 5 €, j'ai envie de boire un vin rouge. Qu'est-ce que tu as de mieux à la carte? C'est bien aussi de dire le prix. C'est bien de dire le budget. Alors les prix, moi je le dis jamais de l'autre côté. C'est-à-dire c'est compliqué. On sait jamais avec qui t'es. Peut-être à nouveau t'es avec un Tinder, t'as pas envie de le montrer que je dépense pas plus de 30 € pour lui, tu vois. Est-ce que les mérites ou pas? Ouais, non mais tu vois, peut-être c'est en relation il y a un business à table. La dame n'a pas les prix d'ailleurs toujours sur les cartes dans vos établissements? Non, ça c'est fini. Non, c'est sur les quêtes, c'est pour les anniversaires. C'est pour les anniversaires. Les anniversaires ou sur les quêtes. Mais non, en plus, c'est bien que tout le monde voit les prix quand même. Oui.
où je voulais en venir. Oui, non, c'est Oui. important de l'autre côté de dire le budget parce que comment on casse tout de suite, si on peut, hein, on casse tout de suite. Bon, moi je dis tout le temps, quand je vais au resto, rarement je choisis les vins. Si je vais dans des bons restos, il y a des sommeliers, je fais confiance, je dis écoute, j'ai 120 €, je vais boire une bouteille de vin. Je lui dis même pas mes goûts. Je lui dis écoute, je veux peut-être un vin blanc, peut-être même un vin rouge. Parfois, j'ai raté vraiment large et je demande à qu'on me donne la meilleure option. Et après, t'as pas envie de passer pour C'est ça. un bête non plus. Donc, Oui. si Ouais, tu c'est donnes la 4e option, Mm. et moi je la goûte, je te dis pas fou ton vin, et qu'il y ait pas fou ton palais, pas fou tes connaissances, pas fou toi. Ouais. Donc, t'as envie de... Donc, c'est une bonne façon parce que, à nouveau, il y a beaucoup de critères dans la vente du vin. Ici, j'ai je sais plus combien des milliers d'étiquettes. Il y en a d'excellentes, il y en a des très bonnes, il y en a des bonnes. J'évite d'en avoir des mauvaises, mais ça peut se produire que les vins goûtent pas en ce moment ou qu'il y ait un défaut que j'ai pas Décelé. que j'ai pas décelé lors d'une dégustation, etc. Ou un nouveau millésime que j'ai pas goûté et boum, il y a de brette. Ça peut arriver. Donc, la vente, c'est fait en 30 secondes et donc parfois, on va pas conseiller les mêmes vins, sinon on aurait 3 vins à la carte. Ouais. Mais si on demande les meilleurs vins, écoute, je suis là pour mon anniversaire, j'ai envie de boire un grand vin, j'ai 100 €. Je vais un vin à la bourguignonne. Fais-moi plaisir avec ton meilleur vin, ce que tu préfères. Donc moi là c'est un challenge personnel. Ah, là c'est un adore. challenge. Là j'ai C'est envie ça de qui me est dire, bien. là j'ai envie de me dire, ok le gars il va me juger. Là je suis dans Top Chef, tu vois. Là j'ai pas envie de rater mon coup quoi. Donc Du coup, il y aura même un meilleur vin que si j'avais pas dit j'ai 100 je € un finalement. discount, tu vois. Je te mets à 100 mais 150. Et prenez Ouais, aussi c'est bon. des plats et mon 06, messieurs. Ah, c'est carrément. Donc c'est- Justement là, on va goûter le vainqueur, c'est Oui. ça? Alors, à chaque fois dans notre podcast, il y a ma sélection du vin qu'on appelle le vainqueur, parce que c'est celui que j'aime allez, boire. vainqueur. Voilà, Ouais. vainqueur. Oui. Cheesy. Oui, tu vois, c'est comme service secret. Voilà. C'est les secrets des services. Donc voilà. Ah, désolé de ne pas savoir là. hein. Ah bah c'est pour ça que je précise. ouais, Parce que ouais. les gens disent se prennent pour des agents C'est clair. secrets. Non. C'est ça toute la pertinence de Sébastien qui aime bien les jeux de mots. Tu peux pas, tu vas On peut voir pas quand tu me l'enlever. réveilles à 7h du matin. hein. Alors non, déjà ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et toi à ton partage et comment pour abonder dans ton sens de la dégustation, effectivement c'est un art qui s'apprend pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait là tu m'as servi un vin, Ouais. j'ai toute la pression du monde parce Ouais. que je suis au Georges. On m'a servi un verre de vin et il y a le meilleur sommelier d'Italie qui me l'a servi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois secouer le vin, le sentir, regarder? Alors, déjà, comment ça se passe? il n'y a pas de recette, c'est-à-dire qu'en fonction du client, j'essaye vraiment de le mettre à l'aise. C'est-à-dire que je parle à un avocat un peu voilà, closed up. Qui peuvent plus que Ouais. nous, je pense. Bah, je vais essayer de prendre une distance. Si je parle avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les vents, j'essaie de se taper une barre à table, hein, parce qu'en fin de D'accord. compte, on est ici pour se marrer, pas pour un nouveau pour refaire la planète. Donc j'essaie de créer un contexte. Mais ce qu'il faut faire, il faut tout simplement... En fait, c'est comme... Moi, j'adore la musique. Je kiffe vraiment la musique. Dieu sait mieux que... Par contre, j'y connais rien. Je crois que j'écoute 3 chansons depuis 10 ans. Quoi. Mais C'est génial. j'adore ça. Est-ce que je pourrais te déceler une chanson? Je peux te dire, ah, lui, il a bien joué la guitare. Non, lui, il chante bien. J'ai aucune notion de ça. Par contre, j'adore ça. Donc, tout simplement, j'aime ou j'aime pas. Mais t'aimes l'effet que ça te fait, plus que la technique. Ah ben... C'est au-delà de la technique, c'est que ça te propulse le matin, tu mets tes AirPods ou une autre marque, on s'en fout, et tu écoutes ta musique, ça te fait du bien, t'es là. Je m'en fous de la technique en plus. Je m'en tape. Oui, mais c'est au-delà de la royalement. technique. C'est... Et parfois, j'aime pas avoir toute cette technicité d'aller vin parce que moi, dès que je mets un vin au nez, moi j'ai un orchestre en face de moi et dans mon cerveau, je suis en train de. T'es chef d'orchestre, De tout casser. Ah oui. Je suis en train de me dire, ok, les violons, je sais comme ça, la guitare, les chanteurs, dans ma tête, là, je suis pas en train de profiter du vent. Ah Donc, c'est oui. un bon vent, mais je n'ai même pas pensé pendant une seconde à profiter du vent. Je pense seulement, ok, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, il a fait chaud, il a fait frais, c'est ça, c'est pas ça, c'est X, Y, j'ai connu le vin. Dans ma tête, il n'y a pas de... Alors que quand j'écoute de la musique, je profite, je m'en fous, je connais rien. Oui. Donc j'adorerais parfois avoir Que du plaisir. que du plaisir d'aller vendre, mais c'est plus le cas. Évidemment, j'ai du plaisir à partir de la 4e bouteille. Quoi. Jusqu'à la 4e bouteille, c'est technique. Quand on est Donc- deux. Non, je sais pas. Donc, quel est les contextes? Les contextes, c'est qu'est-ce qu'on fait? On met le nez, Ouais, on sent. on sent 2 tiers, même 3 quarts de la dégustation se fait au nez. Et ensuite, on déguste. Sans pression, on aime, on n'aime pas. D'accord. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Dès le moment qu'on n'aime pas, je ne me prends pas les choux, On change. j'essaie de comprendre les vins que je lui donnais, j'ai perçu quelque chose de différent, des bien différents. Dès le moment qu'on aime, je vais essayer en 3 mots de t'expliquer pourquoi tu aimes ça. C'est important en 3 mots, Mais- c'est super. Mais moi, je me dis toujours, il faut que j'arrive, grâce à toutes ces 6 heures de travail dont on parlait tout à l'heure, quotidiennes, que j'arrive à expliquer pourquoi tu aimes comme si tu étais un gamin de 8 ans. Donc, je dois donner une explication d'une facilité inouïe. Ça doit être simple. D'accord. On ne va pas parler de millésime, on ne va pas parler des plaques tectoniques, on ne va pas parler du chauffage mondial, on ne va pas parler des Elon Musk. C'est simple. Pourquoi tu aimes? Voilà, vous aimez bien les vents du sud bien ensoleillés avec du gras et de la gourmandise. Basta. Ah ouais. Gourmandise, gras, les gars, il a arrêté nous le sujet. Ah, vous aimez bien la fraîcheur, la minéralité. Voilà. Ah, vous aimez bien les vins rouges épaulés, bien structurés. Ah, vous aimez bien la délicatesse et la friandise d'un grand pinot noir de Bourgogne. Basta, 3 mots. Moi, je me donne 3 mots. Ça doit sortir de ma bouche sans virgule. C'est hyper important. Et ça, je pars de la même façon. Je ne pars pas de la même façon à tous les clients. Attention, parce qu'hier, j'ai eu des clients hyper techniques. Alors là, j'ai sorti le cahier des charges. Hein. Attention, parce que je suis attaqué jusqu'à minuit. Mais ça, c'est rare. 99 même % de mes clients, c'est des amateurs. C'est des gens qui viennent ici. Ils ne demandent pas qu'ils profitent de leur... Ils ne le savent même pas potentiellement. Et peut-être qu'ils viennent ici avec beaucoup de pression. Parce que vous, ce matin, quand vous êtes rentré, je sens qu'il y a une petite pression qui s'installe. Hein. Il y a tout un décorum là. Donc moi, dès que les clients arrivent, tout de suite, je casse la pression. Attention, vous êtes là pour vous amuser. Allez, je vous mets à table, c'est parti les amis. Ça, c'est l'hostéria qui revient. Absolument. Oui, c'est là, ça, attention, parce que je l'ai fait là, comme ça, je l'ai fait d'une façon un peu austérière d'ailleurs, mais je l'ai fait évidemment dans les cadres d'un palace avec beaucoup d'élégance. Oui, avec les codes et tout ça, mais je dis tout de suite aux clients, attention, parce que c'est pas moi les rois de ces lieux, c'est pas moi qui détiens les clés, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui, moi je suis à votre service. Basta. Donc les clients, quand on dit les clients et rois, évidemment que les clients est roi. Évidemment, les clients n'ont pas toujours raison, ça non. Les clients ont toujours raison dans les limites de l'éducation et du respect. Bien sûr. Mais les clients est roi. Moi, j'ai travaillé ici, pas pour mon directeur financier ou celui qui signe les chèques. Moi, je travaille ici pour mes clients, c'est lui qui paie l'addition. Donc, quand les clients arrivent, je les mets tout de suite dans ces contextes. Vous êtes là pour passer un moment, détendez-vous, je vais tout faire pour vous faire passer un bon moment. Et je vais tout faire, c'est-à-dire qu'ici, j'ai tellement des moyens de te faire passer un moment. Et si tu es détestable cette soirée-là parce que tu as passé une journée pénible au travail et parce que ton copain ou ta copine vient de te quitter, tant que tu n'es pas sorti de cet hôtel, c'est pas fini. Je peux retourner la situation. Ça ne se produit pas tout le temps, mais crois-moi qu'on a retourné des omelettes ici bien cassées. Hein. Et d'ailleurs, on m'a endoctriné à ça. Avant d'arriver ici, je faisais pas ça. Hein. Quand je suis arrivé ici, la pâte mère de ces... Je sais pas si c'est l'hôtel, c'est les restaurants, sûrement. L'hôtel, je suis pas certain. Dans les restaurants, mais après ça, tant que les clients n'est pas sorti du resto, on peut tout changer, on peut tout faire. Ouais. Les clients est en train de crever à cause d'une allergie, ou il n'a pas aimé, ou etc. Et bah, tant qu'il n'est pas sorti, ça peut changer. Et Dieu sait que ça peut changer. Hein. Bien sûr. C'est tellement de choses à faire. Donc, du coup, carbonara, donc génial. C'est magnifique. Moi, je pense que je n'ai jamais mangé un plat comme ça. Le but de cette bouteille, c'est de nous donner un peu ton avis. Encore une fois, tu disais très bien que c'était plutôt comment tu ressentais. L'idée, c'est pas forcément de trouver si tu trouves très bien, mais c'est pas de piéger. C'est une dégustation sans étiquette. Une bouteille que j'aime en ce moment, qui me rappelle un peu, qui m'anime sur cet accord-là en tout cas. Écoute, déjà l'accord, ça fonctionne. C'est comme je vois l'accord avec la carbonara, c'est-à-dire qu'on on décèle tout de suite beaucoup de gourmandises dans les vins, beaucoup de gras, beaucoup des charmes. Hein. C'est un vin qui, c'est pas forcément, je pense, un vin à la mode, c'est-à-dire que je retrouve pas la minéralité, la fraîcheur et parfois la délicatesse qui peut être à la mode aujourd'hui, qui peut être demandée par mes clients,
qui n'est pas forcément mon goût. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière, de la texture. Et ici, si j'ai dans ma tête l'eau et l'huile, en termes de texture, c'est vent tire plutôt vers l'huile. C'est-à-dire qu'il y a une belle mâche, c'est séduisant à la bouche. L'aromatique, il est très bien défini, c'est très épuré. Il n'y a pas de barrique neuve, je pense. On est sur un vent des fruits, et pas que. C'est pas un vent des fruits de par sa simplicité, mais il y a quand même un soleil qui ressort du verre. Il y a ce côté pâte d'amande, d'orgeat, noisette qui ressort et qui marche très bien avec la carbonara parce qu'on a envie d'ajouter un peu de noisettes, de mettre un peu de noisettes, un peu de torréfié là-dessus, quoi. La texture, elle est juste... la carbonara, ce qui est important, il n'y a pas de la crème fraîche, mais il y a de la crème, c'est-à-dire que c'est crémeux comme plat. Ouais. Donc, si on y va avec un Chablis 2024, Compliqué. peut-être que ça accompagne, mais la texture de la carbonara l'emportera. Alors qu'ici, il y a une belle texture chaleureuse. Il y a des beaux amers. Ça, c'est en France. C'est la poésie française. Ouais, on aime ça. Non, parfois, c'est juste un coup de chaud, on appelle. C'est pas des beaux amers. Ça, quand j'arrivais en France, il y a des beaux amers. Non, c'est un coup de chaud, ça s'appelle. C'est 2019. Ici, il y a des vrais beaux amers. C'est-à-dire qu'il y a une petite amertume qui allonge les goûts, comme si l'on ajoutait du piment d'Espelette à un plat pour tirer les goûts. Et ici, l'amertume acte en tant que tel, c'est-à-dire qu'il allonge un peu les fruités, la gourmandise, et surtout ça gomme un peu, parce que s'il n'y avait pas l'amertume là, on aurait que... Ça manquerait un peu, ouais. Ça serait cloying, quoi, il y en aurait trop. Alors que l'amertume là, ça recrée un équilibre qui fonctionne avec la tendance douce du plat. Là, il y a du fromage, il y a la pâte, il y a l'œuf, il y a une tendance douce dans ces plats. Donc ça marche plutôt pas mal. L'accord, j'aime beaucoup, on est en plein dedans. Potentiellement, ça c'est pas photovent, mais voilà, les plats populaires sont aussi souvent les plats les plus goûteux. C'est-à-dire que là, les plats, il est bourré de goût. Ouais. Donc pourquoi moi je pars d'Hermitage, des chaves et des coches de riz, etc. C'est pas parce que j'ai envie de chauffe, c'est parce qu'il y a beaucoup de goût dans ce vin-là. Et donc il faut trouver un vin qui ait autant de goût. Donc là, on est parfaitement aligné en termes de style. Après les vins, ça manque potentiellement d'une lichette des complexité. Parce que là, il y a de la profondeur. Hein. Quand on goûte un tortelle, ça reste dans la bouche 45 secondes. C'est comme un château d'Yquem. Donc oui, château d'Yquem, c'est noble, prestigieux, et la carbonara, c'est populaire. Mais ça, c'est l'idée du restaurant. Et c'est pour ça que j'avais pas l'idée de cette longueur de cette assiette. Et donc, effectivement, la longueur en bouche, c'est quelque chose qui dure longtemps en bouche. Et effectivement, je m'étais dit, il faut du plaisir instantané avec effectivement une allonge, mais effectivement la complexité, pas qu'elle manque, parce que c'est parce qu'on lui demande à ce moment-là, mais elle est peut-être pas que... Enfin, elle n'est pas là parce qu'effectivement, il y a des vins qui... Ouais, mais c'est pas qu'il en manque, c'est un vin hyper agréable. Voilà. Moi, ça, tu me mets ça sur table, j'adore ça. Hein. C'est juste que quand on parle je sais pas, un côte de bœuf, on le boit avec, je sais pas, une syrah, côte de bœuf avec des champignons et de la truffe blanche, faut taper plus haut parce que la syrah classique va peut-être pas convenir. Donc, en fin de compte, on est sur un vin très agréable, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est un style de vin qui, je pense, n'est pas être à la mode, si c'est ce que je pense, et moi, j'aime pas les modes. On le verra par mes bretelles. Et il y a une gourmandise et une délicatesse et une précision des goûts qui me fait penser à la France. Je ne partirai pas dans d'autres pays. Et il y a quand même une pureté en France non redoutable, hein, par des sols et un savoir-faire fantastique. Hein. Par du calcaire, du granit. Ici, d'ailleurs, je pense qu'on est dans cette typologie de sols-là, du calcaire, potentiellement du granit. Je pense que c'est un vent du sud de la France, de par la chaleur. Au tout début, je ne te cache pas, je pensais que c'était un chenin blanc. Et il y avait une aromatique qui me faisait penser à Bonigal-Baudet, exactement, si je dois citer un vigneron. Et puis, évidemment, j'en sais peut-être que c'est ça, mais je pense que c'était mauvaise route. Je goûte les vents, j'essaie de me fier au goût plutôt qu'à mon passé. Et il y a quand même à nouveau une amertume en fruits, une signature amandée qui me fait penser au sud de la France. Eh bien, c'est bien le sud de la France, pour vous. Après, on pourrait s'amuser à dire, ça pourrait être du Provence, ça pourrait, mais je pense que ça manque des... Là, pour le coup, c'est l'expérience du sommelier. Est-ce que je sens la Provence dans ces verres? Non. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi? Non plus. Mais il n'y est pas. Et peut-être qu'il y est, mais ça peut être un Châteauneuf du Pape, carrément, blanc. Après, Châteauneuf-du-Pape, c'est un tutti frutti, et puis avoir de la clairette, c'est selon les vignerons. Je pense que là, on est plutôt dans les Rhônes, en tout cas. Et là, à nouveau, je te
après je peux pas t'expliquer pourquoi, c'est que du background. Je pense ça peut se balader sur les collines rhodaniennes à Condrieu, mais je pense qu'on est légèrement plus au sud, sur Saint-Joseph, Gros-Hermitage, sur une Marsan-de-Rossan. Et Marsan-de-Rossan, quand ça pousse ailleurs, on doit vraiment être très bon pour gérer ces cépages-là, parce que c'est des cépages assez compliqués avec la climatologie d'aujourd'hui. Et cette pureté des goûts, cette finesse, on l'a qui est dans ce coin-là. Donc, je pense qu'on est sur un Gros-Hermitage des styles Alain Graillot. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur ça. Ok. Eh bien là, effectivement, le cheminement est important et précieux, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on voit la finalité, c'est pas de trouver, c'est d'avoir un cheminement qui est cohérent. Donc ton cheminement est très cohérent. Merci pour l'accord, de valider cet accord, parce que c'est jamais toujours facile. Je vais te montrer ce que c'est. C'est des vins qu'on aime beaucoup. On est en Corse. Ah, magnifique. Ah, là, c'est le sud de la France, là, on peut pas faire magnifique. plus le sud. Ah, génial. Donc des purs Vermentino du comte d'Abatucci sur la cuvée Faustine. Donc c'est la fille du propriétaire qui s'appelle Faustine. Magnifique. Et voilà, un très joli Vermentino corse sur des vieilles vignes. 2024, jeune, hein. Mais voilà, je trouve que, tu vois, je pensais à Vermentino tout de suite sur des carbonara. Ah bah là, alors Vermentino classique à l'italienne, non. Non, parce que justement le clin d'œil, on retrouve des Vermentino en Italie, on retrouve des Vermentino en France, sud de la France, et aussi en Corse. Ah, ici, on est sur un Vermentino de gourmandise. Hein. Oui. Ah, il est excellent. Et c'est vrai qu'il y a les Vermentino, voilà, cette signature herbacée sur l'année qui est là. Une fois qu'on le sait, la dégustation à l'aveugle est plus simple. Ouais, c'est ça. Mais ça marche vachement bien. Hein. Oui. Et en plus, à Batou, on va pas lui apprendre à faire du vin. Hein. Non, tu parlais de génération, c'est pas générationnel. Enfin, c'est pas un vin de tu parlais de, comment on appelle ça, de nouvelles tendances. Non, ça fait longtemps qu'ils font du vin et c'est génial parce que tu vois, ils sont encore dans cette, enfin, ils savent faire du vin très tradit, ils savent faire du vin qui nous anime encore aujourd'hui. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le métier et à chaque fois que j'ouvre une bouteille, je prends du plaisir. Donc que ce soit sur des bouteilles un peu plus anciennes ou ce style de vin-là, c'est génial. Là, si aujourd'hui il y a une vraie tendance, on a envie de découvrir les nouveaux tout le temps. Bien sûr. Bah, trouvez-moi alors quelqu'un qui fait des bons vins comme les classiques. Les classiques, ouais. Les classiques, c'est les classiques, parce que c'est les classiques. Hein. Donc maintenant, on va faire un petit jeu. Allez. Tu veux bien? On est prêt, Seb, c'est ça? C'est le timing? Oui, c'est le timing. Alors, j'avais juste une petite question avant, parce que on en parle beaucoup et encore plus maintenant. La biodynamie, c'est un vrai truc ou c'est un argument purement commercial? Bah pour moi, c'est un vrai truc. Après, on voit une vraie différence. On voit une vraie différence. Il y a potentiellement, je pense, mais c'est encore compliqué à décerner. Il faudrait faire des vrais tests que j'ai jamais fait. Mais une salinité, il y a une salinité qui ressort. Mais est-ce que c'est la biodynamie ou est-ce que c'est la tension qu'on porte à l'écosystème? Est-ce que quand on a envie de s'entêter avec de la biodynamie, au fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'un jour, les gars, ils se réveillaient, ils se disent, OK, je suis dans une démarche purement qualitative qui va passer à travers cet outil de travail qui est la biodynamie. Donc la biodynamie est sûrement hyper intéressante, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est les gars qui se réveillent le matin et qui se disent ok, à partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour que mon vin soit extraordinaire. Donc ça va passer à travers la biodynamie. Moi c'est le cheminement qui m'intéresse. C'est l'état d'esprit de se dire ok, je suis à Châteauneuf-du-Pape. Peu importe, je vais vendre tout mon vin. Peu importe, je rentre bien dans mes coups. Ça pourrait tourner en automatique. Et ben non, ce matin je me réveille et on va faire de la biodynamie parce que je vais potentiellement faire 2 bouteilles à moi ou pas. Mais sûrement je vais tout faire pour que mon vin soit meilleur. D'accord. Donc la biodynamie aujourd'hui, j'ai jamais fait de vin et je peux pas prouver pour A plus B que c'est acté, ça fonctionne. Et ce que je peux souligner il y a un paquet des plus grands domaines du monde qui sont en biodynamie. Donc, soit c'est une secte, soit c'est une vérité. Ouais. Je pense pas qu'il y ait des sectes là-dessus, mais on pense. Bah, déjà, pour moi, c'est tout court. Hein. La DRC le fait. Pas en bas, c'était en raison, hein, les gars. Attends, on va pas chercher. Mon métier, moi, je chercherai pas plus loin. Hein. Ok, le jeu, c'est de répondre le plus rapidement possible. C'est le coup de feu d'Aurélien. Voilà, coup de feu d'Aurélien. Allez. Alors, est-ce que tu es prêt? Bye. Ok.
Restaurant bistrot, restaurant gastro. Bistrot. Service du midi ou service du soir. Midi. Challenger ou conservateur. Challenger. Tu préfères un service professionnel mais guindé ou un service décontracté mais qui manque un peu de précision. Ah, des contractés qui manquent les précisions, surtout qui manquent les précisions. À défaut qu'il fait la beauté. Tu préfères l'uniforme de sommelier, donc il faut savoir qu'à l'époque on avait des rondins, un uniforme de sommelier avec la grappe. L'autre. Alors costume, demi-mesure ou sur mesure. Sur mesure. Pourquoi? Ah, je suis tailleur, attends. Attends, on fait pas tout ça pour rien. Hein. Oui, Tac, tu dis depuis le début que le luxe, c'est le sur-mesure. C'est sur mesure. Ouais. Bon, costume sur mesure au travail et Bermuda et Birkenstock à la maison. Hein. Attends, Alors, c'était on hiver. est Hein. chic, on les Il n'a que des costumes sur mesure et je dirais pas la boutique mais on le connaît bien. Et des Birkenstock sur mesure. Hein, Voilà. ce qui est le seul en France à la les avoir. Pochette ou bouton de manchette. Bouton de manchette. Tu préfères un cocktail Negroni ou un old fashion. Old fashion. Ah, Ah ouais, intéressant. j'aurais pas. Ouais. Ah, old fashion. Old fashion, Ah, c'est bah, la grande fashion classe. avec old un bon fashion. bourbon. Un bon bourbon, oui, bien sûr. Tu préfères un chef plutôt d'instinct ou un grand technicien? Je pense un grand technicien en fin de compte. Mais est-ce que tu penses que ton chef, il filait les deux, peut-être? Je ne saurais pas dire en toute honnêteté. Je mentirais. Ok. Plutôt pâte ou pizza? Dur. Ouais, là, c'est Papa ou maman. Hein. Là, tu touches les personnels. Hein. Là, c'est le but. Putain, je te dis pâte, mais je peux changer la vie d'ici 30 secondes. France ou Italie? Concernant quoi? Ta personnalité aujourd'hui. t'es Italie. qui? Londres ou la France? France. Accord mets et vin ou verre de vin? Verre de vin, c'est quand même ma signature. Voilà, ici, il n'y a pas d'accord mets et vin. Il n'y a que des verres de vin. Combien de références? Un vin au verre, actuellement, on doit frôler les 80, à mon avis. 70, Énormissime. 80. Énormissime. Bah, en gestion, ça doit être dur. C'est tant que les tables sont remplies, il n'y a pas de problème, ça circule. Ouais, ok. Il n'y a aucun problème. Toi, personnellement, c'est plutôt vin découverte ou buveur d'étiquette? Moi, je suis sans doute vin découverte, mais j'espère avoir tendance à changer un jour. Sassicaia ou Vega Sicilia? Ça se caille. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, Voilà. ouais. Ouais, ça se caille, c'est la grande classe. Voilà. Maison de champagne ou artisan champenois? Artisan champenois, mais c'est pas 3-0. C'est pas évident. Ok. Faut oublier l'évidence qui peut être installée aujourd'hui. Ok. Top 10 best sommelier of Europe ou Top Chef? Ah bah, top 10 best au of Europe, attends, je me suis damné pour y être. Mmh. Alors, il faut savoir que monsieur est passé dans Top Chef. Donc, Ah, t'es passé au Top Chef? Sans cuisiner, hein. Ouais. Attention. Bah hein. oui. C'est pas évident. Ça, il a Ah oui, qu'est-ce que ça fait dans Top Chef? ouais. On a fait un atelier autour du thé, puisque la France, paradoxalement, la loi Evin, on la connaît tous, on ne peut pas trop parler du vin à la télé. Donc on a fait un accord autour du thé, un tea time justement. Parce qu'à nouveau, dans un palace, oui, tu as les restaurants, mais tu as toute cette optique des tea time au room service, etc., qui est là, qui est installée. Et donc on a donné un gyokuro, un thé vert japonais très typé aux candidats, et on leur a laissé travailler des tea time autour de l'accord, ce qui était une première pour Top Chef. Ah ouais, Ouais, c'était incroyable. ok. Bravo. Voilà. Pantouflard ou fêtard? Est-ce que tu aimes sortir ou tu es plutôt à la maison devant Netflix? Je te laisse deviner, hein, deviner les spectateurs à la maison. Hein. Moi, j'ai mon avis. on va peut-être se croiser. Je savais même pas ce que c'était un pantouflard d'ailleurs. Je pensais que tu m'as parlé d'un plat du Nord. Merci beaucoup, merci pour Oui, ce- merci beaucoup. voilà. Merci beaucoup, Francesco. Oui, j'avais une question, Francesco. Si tu croisais le petit Francesco, tu arrives à voyager dans le passé. Ouais. Tu vas en Toscane, tu rencontres Francesco qui a 15 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Attention, c'est la question ça. Hein. Après pantouflard fêtard, on est passé à... On est passé dans l'introspection Moi, totale. Moi, j'étais toujours sur pâte ou pizza là. Est-ce que tu donnes des conseils? Est-ce que tu... Non, genre... non, non. Des choses que tu regrettes peut-être? Non, franchement, je suis très chanceux. C'est-à-dire que même les mauvais choix sont bien tournés. Franchement, je suis quelqu'un qui a eu énormément de chance dans la vie. Donc, est-ce que j'aurais
pu avoir plus d'argent aujourd'hui en faisant autre chose, potentiellement? Est-ce que j'aurais pu avoir moins de travail potentiellement? Mais moi, j'ai vu des passions, ce qui est c'est pas que des bons mots, c'est une chance énorme de se réveiller le matin et d'avoir envie de faire ce que l'on va faire tous les jours. Donc, je préfère toucher à rien. D'accord. Je lui dirais faire un peu plus la fête, peut-être. Quand même, j'aime bien essayer. Sois un peu moins pantouflard. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à vous. Merci pour ta participation. Et nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Merci Aurélien. Merci.